Émission 795. Cette semaine, New Burn, volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble, ben oui, Colin. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres viennent d'emblée en version premium. Je vous les présente à l'instant. Le premier, va-t-il un jour avoir un compte-rendu du film Lambamba? On le sait pas. Hein? Le deuxième Lambamba, qu'est-ce qui se passe avec ça, Gauthier? Chaque fois que Simon est là, t'es pas là. Ouais, je veux plus en entendre parler. Ben oui, tu veux l'entendre. On veut tous savoir ce qu'il y en est. C'est le diachylon qu'on veut retirer, savoir c'est quoi le bobo qui est en dessous, là. La bamba. La bamba. La seule affaire que je me rappelle, c'est qu'il y a un prof de maths, Ouais. puis du monde qui danse, mais pas nécessairement la bamba. Écoute, c'est très flou pour moi. Je sais juste... Je me souviens de la colère et de la confusion, plus que des détails de l'histoire de la bamba. Mais tu sais, ce qui est encore plus drôle, c'est que après ce show-là, mémorable, je pense que c'était le 792, je sais pas. Là. Ouais, à peu près. Simon, tu sais, il me dit, mais là, Gauthier, t'étais-tu vraiment fâché? Oui, il m'a posé la question. Non, merde! C'est pour le lol. C'est pour le fun. On rit, là. On rit. Mais malgré que c'est quand même troublant, tu sais, je veux dire. Tu fais un film sur la bamba, mais il n'y a pas la bamba. Qu'est-ce que c'est ça, Colin? La bamba ou de la lambada? Ah, c'est la lambada ou la bada, hein? Simon m'a corrigé l'autre fois, puis là, je sais plus. Je pense que c'est la lambada. J'ai dit la bamba, mais c'est la lambada. Ouais. En tout cas, éventuellement. Peut-être. Tu vois comme on est perdu quand Simon n'est pas là. Je sais, là. Avec sa mémoire d'archiviste. Ben, c'est le seul qui se souvient de choses. Là. J'ai l'impression que Simon, il n'y a pas de notes chez lui. Moi, j'ai juste des carnets de notes. Mon deuxième cerveau, c'est mon carnet de notes. C'est la bamba. Donc, j'avais raison. Merci, Étienne Cormier, en ligne, live. Bon, on va être Gauthier puis moi pendant un petit bout tout seul et on sera rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail dans une librairie quelque part sur l'île de Montréal. Ben oui, on habite sur une île. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Gauthier, puis Dieu sait qu'on en a du sujet, c'est incroyable. Beaucoup de vif. Oui, tu m'as dit ça que tu avais quelque chose à régler tantôt, là, puis je sais pas de quoi tu vas parler. Mais avec ma perte d'emploi et retrouvage d'emploi, ça se dit-tu, retrouvage? Perte et retrouvage, ben oui, c'est néologisme. OK, on y va de même. J'ai complètement oublié d'inviter Julien Morissette, qui fait partie, en fait, des organisateurs du Festival de la radio numérique. Et en fin de semaine, c'est la prochaine édition, donc je lui ai envoyé un petit message tantôt pour m'excuser, mais je vais quand même plugger l'événement parce qu'ils nous avaient accueillis il y a plusieurs années de ça. Ils ont tout le temps été super smart avec nous. Donc, c'est le Festival de la radio numérique qui est organisé par Transistor. Ça se passe du 28 avril au 30 avril. Puis, c'est dans le Vieux Hall, dans le coin de Gatineau. Donc, si vous voulez voir la programmation complète, qui est très copieuse, allez sur festivalradionumérique.com. Ça dit ce que ça a à dire. Tout est là. Donc, c'est lancé. Allez voir ça si vous êtes dans le coin de Hall durant le week-end. C'est comme le Coachella du podcast. Exactement. Même affaire. Donc, c'est pas nous autres, on ferait des Woodstock 99 de rassemblement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu le documentaire sur Woodstock 99? Moi, je suis fasciné, man, par cet événement-là. J'ai non seulement vu le documentaire, le film sur Crave, mais il y a il y en a deux, Il y en a un deuxième sur Netflix en deux parties. Ouais. C'est c'est Elmer, merci. C'est Elmer. C'est ça. Ouais, Elmer, désolé. Mais moi, c'est comme le documentaire sur Fire Festival, là, l'espèce de flop monumental qui avait été organisé par un crypto-dude, là. Ça me stresse. Genre, j'écoute ça puis je suis mal pour le monde. Je suis comme, oh mon Dieu. Mais c'est parce que t'as fait de l'événementiel, puis tu sais comme moi qu'à partir du moment que les portes d'un événement sont ouvertes, all goes to chaos. All bets are on. Exactement. Ouais. T'as beau, puis c'est comme à la fois jouissif puis vraiment terrifiant parce que t'es comme, sais, le dude, c'est vraiment un cave en Fire Festival. Puis on s'entend que dans les organisateurs de Woodstock 99, il y avait des popés champions. Ah oui, il y avait des champions, des beaux piments. Et là, tu sais, ils ont couru après en estime, mais en même temps, je suis comme... Tu sais, je me mets à la place, mettons, de la petite madame, là, tu sais, qui distribue
les sacs de vidange en disant aux jeunes de ramasser leur cochonnerie. Puis je suis comme, pauvre madame. Elle a vécu les deux premiers. L'enfer sur Terre. Elle a tué dans celui-là qui a comme tué l'événement à jamais ou presque. Ouais. Mais le Fire... C'est bon, ça reste bon. Ça reste très bon. Moi, le Fire Festival, le documentaire dont tu parles, je l'ai écouté à sa sortie et j'avais de l'angoisse. Mais c'est pas la même angoisse que je ressens quand j'écoute les documentaires sur Woodstock 99. Je sais pas c'est quoi, j'ai une fascination morbide parce que je me souviens de cette culture-là de dude bro que j'haïssais, mais qui veut pas, ou sûrement atteint aussi, qui a influencé mon adolescence, qui a sûrement affecté comment j'étais. Je suis fasciné qu'on vient de là. Ouais. On a fait du chemin des fois quand même. Il faut se donner le crédit. Là. Vraiment. Mais tu sais, moi, ce qui m'a vraiment troublé, c'est... il y a eu des victimes là, de Woodstock. Énormément. Le nombre de femmes qui se sont faites abuser dans ce festival-là, ça n'a pas de style bon sens. C'est tribalistique. Là. C'est dégueulasse. Je peux pas comme... Oui, c'est fascinant, mais en même temps, t'es comme... Cet événement-là aurait jamais dû avoir lieu. Ouais. Puis c'était tellement représentatif de l'espèce de culture masculiniste toxique des années comme de la fin des années 90. Puis, nous autres, on était là-dedans, ados, on baignait là-dedans, puis on s'en rendait pas tant compte là, de tout ça. Là, puis de voir ça avec la perspective, il y a ça aussi qui est terrorisant. Là. De constater à quel point une mob de jeunes peut ne pas être conscient des répercussions qui sont en train de causer dans la vie de certaines personnes comme à jamais. Oui, mais il y a une normalisation qui se crée dans le groupe aussi, puis une anonymosité, dans le sens que tu deviens invisible, fait que quelqu'un peut faire un geste, là, t'en fais un autre, puis il y a tellement eu comment je pourrais dire ça? Il y a tellement eu d'éléments qui ont contribué à la chute de Woodstock 99. Au niveau de l'organisation, ils ont sous-estimé des trucs, les coûts, le non-accès à des trucs essentiels. Leur public cible, man. Leur public cible, c'était des ados, genre de style collégien en tabarnak. C'est sûr que tu courais après le fuck. Là. Ils ont juste pris les groupes les plus populaires du moment sans vraiment penser à ce que ça amènerait comme énergie là, sur le site. Puis, en parlant du site, on va faire ça sur une base militaire avec juste du béton en plein milieu. Refléter le soleil sur les gens qui sont entassés comme des... Guys, what the fuck? C'était quoi votre projet? Genre, faire cuire des enfants? Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient, mais ils les manger après? J'ai aimé les deux documentaires, mais celui de Crave a des citations assez épouvantables de la part des organisateurs. C'est comme, ils sont au courant plein de trucs, ils sont écoute, t'es une fille, là, tu te promènes des seins nus, tu te rends pas de te faire... Comme, ta gueule, man, qu'est-ce que tu fais, là? Puis c'est pas juste ça, là. Il attendait juste que ça finisse, on dirait. À la fin, il n'y avait pas le contrôle. Ouais. Il y a du monde qui ont quitté, hein. Il y a des artistes qui ont fait « Je sens la crowd et je m'en vais ». Moby, il est allé, il a dit « Non, on fait mon set, là, puis après on s'en va. » Il y a quelque chose qui va pas bien. Ouais, c'est ça. Mais bon, on parlait de Coachella. Coachella est une... on parlait c'est une réaction, en fait, à Woodstock 99. Tout ça pour dire que le FRN n'est pas le Woodstock 99 du rassemblement du podcast. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Citez-moi pas à tort, s'il vous plaît. Là. Fait que c'est ça. Fait que Benoît Mercier dit que le FRM est comme Woodstock 99. Non, pas du tout, pas du tout. C'est ça. Non, au contraire, ils réfléchissent à leur crowd puis à leur affaire. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font toute l'équipe. Puis sinon, demain, qu'est-ce qu'il y a demain, Gauthier? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as une idée de ce qui va être annoncé demain? Ah, je sais pas. En tant qu'éditeur, tu devrais être au courant, Gauthier. Comment? C'est la programmation du FBDM demain. Man, demain, programmation qui sera dévoilée en fin de journée. Je pense que c'est aux alentours de 4-5 heures à peu près. Dans tous les cas, allez sur le Facebook du FBDM et le site du FBDM demain en fin de journée. Ça va être annoncé officiellement. On m'a dit des affaires. Il y a des belles affaires qui s'en viennent. C'est excitant. Des affaires excitantes. Oui. Fait que dans les prochaines semaines, d'ailleurs, on va pouvoir vous en parler plus parce qu'on a une petite entente avec le FBDM, donc de discuter de certaines des activités qui sont représentées durant le week-end. Puis tout ça pour vous dire que nous autres ici, on va avoir une annonce à faire, mais je peux pas la faire avant demain. Fait que surveillez nos affaires, nos médias sociaux demain. Là. Les plateformes que je laisse désertes pendant la semaine, là, demain, il va y avoir de l'activité dessus. OK? Je vais pas sur Facebook, moi je vais sur le Discord. Fait que c'est ce que j'avais à dire en début d'émission, M. Gauthier.
Cool. Ben, en parlant du FBDM, moi, je peux faire un petit retour sur notre séjour à Québec de la semaine dernière, parce que c'était le Festival international de BD de Québec. Oui, tu étais là avec Nouvelle Adresse et Front Froid. Oui, exactement. Puis, on lançait... c'était comme la première fois qu'on rencontrait le public avec Bac qui lançait Tant pis pour les likes, puis Jimmy Beaulieu qui lançait Jardin des complexes. Puis, c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde au rendez-vous. On sent vraiment que les salons du livre ont retrouvé l'horaire d'aller d'avant la pandémie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités. On est super contents. Geneviève Biguet a remporté le prix Réal Filion pour la meilleure première bande dessinée. Ils ont déjà fait un prix à son honneur? Ouais. Wow. Ouais. Okay. Donc, c'est ça, on est super, super contents. La trajectoire de ce livre-là est incroyable. Là. Elle a déjà gagné le prix du salon BD Jeunesse du Salon du Livre de Trois-Rivières, le BD Escosa. Puis on va savoir le 11 mai si elle remporte le prix des libraires du Québec. Donc, on a très hâte. Puis, c'est ça, il y a eu beaucoup d'activités pendant la semaine au Salon international du livre de Québec. Comme toujours, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comme une tradition à Québec où le samedi soir, tout le monde va faire du karaoké au Dauphin. Et puis, c'est comme depuis quand, ça? Moi, quand j'y allais, c'était pas là, cette affaire-là? Ouais, ça fait des années. C'est une tradition qui a été lancée par Patrick Sénécal à l'époque. Ah, OK. Puis là, le milieu de la bande dessinée, c'est comme greffé avec le temps. Ils ont ouvert les portes, là. Ouais, c'est ça. Les cools ont ouvert les portes aux nerds. C'est ça, exactement. Puis étonnamment, moi, j'étais pas là, mais on m'a dit qu'il y avait Geneviève Guilbeault au Dauphin ce soir-là. Oui, la vice-première ministre. Oui, Madame la vice-première ministre qui était au Dauphin avec son bodyguard pour faire une opération de serrage de main, peut-être, mais je la trouve courageuse quand même de s'être pointée là. Puis, parce que le Dauphin, c'est pas un établissement. C'est ça, c'est pas un haut lieu de culture. Non, c'est ça. Non. Pensez à la remise à Montréal, là, version Québec. Ouais, c'est ça, avec un petit peu plus de néon. Oui, je sais que... Je pense que Jake était là en même temps qu'elle. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident diplomatique. Ça n'a pas l'air. Ça a passé proche. Ça a passé proche. On a passé à deux doigts faire d'une guerre civile à cause de Jake. Le vecteur de chaos. Mais non, c'est ça. Je pense que tout s'est bien passé. Il y a eu l'impro BD, la remise des prix. C'est ça, j'ai rencontré des auteurs vraiment, vraiment le fun aussi. J'ai fait des belles découvertes, dont, si jamais vous ne connaissez pas le travail de François Simard, c'est un auteur de bande dessinée qui fait ça un peu, tu sais, c'est un passionné, là, il fait ça après sa job le soir, puis il a fait une super bonne BD reportage sur... puis c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est comme le triste anniversaire du feu qu'il y a eu dans cette manufacture-là au Pakistan. Il y a un quartier où au Pakistan, on fait beaucoup de vêtements dans des manufactures qui sont en piteux état là, et très peu ISO. Là. Puis lui, il a fait une bande dessinée là-dessus, en fait. Je pense que c'est un organisme, en fait, qui s'occupe... qui est en charge de droit de la personne qui ont fait une commande. Mais c'est vraiment super bien fait. Ça a été ma belle découverte du salon du Festival de BD de Québec. C'est ça. Y a-tu eu un événement au musée de la civilisation aussi? Ça je m'ennuie de cette soirée-là. Quand j'y allais, il y avait la fameuse impro BD, puis là, il fallait que tu passes à côté du stage pour monter au deuxième étage, pour aller te bourrer des petits hors-d'œuvre et les bières. Ouais, mais il y a un passage secret. Il y a un passage secret pour monter là? Ouais. Je l'ai jamais découvert, moi, ce passage. Ouais. À la place de tourner à droite, tu tournes à gauche. OK. En entrant. Puis là, tu montes. Puis tu mais par l'autre côté, hostie! Oui. OK. L'année prochaine, si je viens, je vais passer par là. Je te montrerai le passage secret du musée de la civilisation. Ça m'a toujours étonné que je puisse boire allègrement dans ce musée-là. Tu sais, je me suis dit, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit, aller trouver la carcasse du bateau, dans le fond, là. C'est comme une carcasse, il me semble, de bateau en bois. Là. Ouais, mais tu vois qu'on vieillit, hein, parce que là, c'est comme la première année où l'organisateur Thomas Louis était comme, après l'événement, était genre, oh, beaucoup de canettes de Perrier, hein, comparé aux canettes de bière. C'est ça. Tu sais, on a quand même passé 2 ans et demi isolés chacun chez soi, à probablement beaucoup abuser
du non-Perrier, de l'opposé du Perrier. Le petit Perrier citron, là, c'était le gros vendeur de la soirée du festival PD. Il va falloir renouveler les auteurs et les autrices, là. Il faut de la relève. Oui, Thomas Louis disait même à la blague après, ben là, on va faire une collaboration avec Perrier, là, faire une canette spéciale avec des dessins. Moi, je suis full partant. Je suis full down. Ou avec SK, pour rester québécois quand même. Oui, ben oui. Est-ce que vous avez vu des auditeurs, des auditrices, des mystérieux? On n'a pas beaucoup parlé à l'avance, fait que je sais pas si les gens sont allés vous voir. Oui, quelques-uns. D'ailleurs, je pense que François en est un. OK. Puis, j'ai un blanc. L'auteur de Éveil à Kitschike. OK, oui, Louis-Carl. Louis-Carl. Louis-Carl, si oui, je l'ai rencontré pour la première fois. Je suis tellement juste comme... J'ai vu sa photo sur Facebook une fois. Fait que j'étais comme... Je savais pas à quoi il ressemblait, tu sais. Fait que... il me regardait, puis j'étais comme, qui êtes-vous? J'étais un peu mal à l'aise, puis j'étais comme, ah, c'est Louis-Carl, ben oui! Mais ouais, super fin. C'est un fan aussi de comic book, puis à côté de nous autres, il y avait la librairie Première Issue, fait que... Ah oui, ben là, il en business. Dans le coin. OK. Ouais. Bon, ben, tant mieux si du monde sont allés vous voir. Gauthier, moi, de mon bord, j'ai deux messages vocaux que les auditeurs nous ont envoyés. Puis dans les dernières semaines, ben, t'étais pas là. En fait, je pense, quand je les ai fait jouer. Fait que j'en ai au moins 2 cette semaine. Est-ce que tu veux les écouter? Certainement. Puis tu vois, on parlait tantôt avant l'émission que peut-être qu'on est en perte de mémoire. Je me souviens pas en tout c'est quoi les messages. Fait que peut-être on va le découvrir ensemble. Je les ai écoutés, je m'en souviens juste plus. C'est pas une joke. OK, on y va. Le premier message, c'est de Michael Tremblay. Salut les mystérieux étonnants, c'est Michael qui vous appelle de la France, où je vous écoute religieusement chaque semaine. La semaine dernière, vous avez parlé de City Hunter. C'était pour vous dire qu'en France, ça s'appelle Nicky Larson et qu'il y a un film qui est sorti il y a 2 ans à peu près, qui est une comédie, donc qui s'appelle tout simplement Nicky Larson. Je voulais savoir également votre avis sur La Cité oblique, qui traite de la ville de Québec et de Lovecraft. Merci. C'est dommage que Simon soit pas là cette semaine. C'est lui l'expert en résidence de H.P. Lovecraft et de la noirceur, les tentacules, tout ça. Je ne l'ai pas lu encore, fait que je peux pas répondre à la question. Par contre, c'est possible qu'on reçoive quelqu'un qui a fait travailler ce livre dans les prochaines semaines. Fait que, le concept est vraiment super cool. Moi, j'ai la bande dessinée ici, je l'ai commencé, puis tu sais, Christian Kennel est quand même un auteur de bande dessinée considérable là, ici, là, avec beaucoup d'expérience derrière la cravate, puis je trouve ça incroyable que une maison d'édition comme Alto prenne le risque de publier un récit sur Lovecraft et sa visite à Québec. Qui a eu lieu pour vrai dans la vraie vie. Là. Il est vraiment venu visiter Québec à l'époque. Je pense qu'il est venu à 1 ou 2 reprises. Il a écrit un petit texte là-dessus, puis c'est justement à partir de ça que Ariane Gélina puis Christian se sont basés pour faire leur bande dessinée. Moi, je trouve que ça a l'air d'être un travail incroyable, là, super bien fait. Ariane Gélina, c'est quand même une des grandes autrices de science-fiction là, qu'on a au Québec. Là, puis, souvent, on a tendance à un peu regarder dans les médias traditionnels. Là, on a tendance à très peu parler de science-fiction. Non, de quoi tu parles? J'ai jamais remarqué ça. Mais Ariane Gélina, justement, c'est comme un super bon exemple d'autrice qui devrait être comme 1000 fois plus connue au Québec. Bon. C'est tout simplement, là. Fait que Monsieur Michael de la France, je t'invite fortement à lire ça et en parler à tous tes amis français. Peut-être que ça va devenir plus populaire en France qu'ici même. Peut-être, oui. Parce que le public français peut être un peu moins complexé par la littérature fantastique et de science-fiction. Ils sont plus, fait que même s'il y a un petit pourcentage qui trippe... Ben c'est ça, ultimement, ça fait plus de monde. Exact. D'ailleurs, je pense que Michael, si je me souviens bien, corrige-moi Michael si t'entends ça, puis j'ai pas rapport, mais je crois que c'est un expatrié, c'est un Québécois qui est expatrié en France. C'est ça qu'il m'a déjà écrit, puis c'est ce qu'il m'avait dit. Ben t'as pris l'accent, mon Michael. Oui. Ben il nous a écrit pour nous dire qu'en France, telle affaire s'appelait telle affaire. Fait qu'il a vraiment adopté les mœurs françaises. C'est ça, il nous a expliqué les choses. D'ailleurs, la semaine passée, à un moment donné, ça sonne à ma porte. C'est ça, tu sais, là, je sors mon shotgun. Non, je vais sur mon balcon, puis je regarde, parce que je n'ouvre pas la porte si je sais pas c'est qui, et je vois 2 filles qui sont là, mais je les reconnais pas. Je dis, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis je sais pas c'est qui, puis là, on regarde, j'essaie de les reconnaître. Allô? Oui?
Il y en a une qui se retourne, elle me dit rien. Il y en a une autre qui pop. Puis elle dit, je suis comme, quoi? Je sais pas, t'es qui? Elle dit, Auréline, je suis comme, quoi? Je suis la fille de Laurent Biot, notre ami Laurent, qui est de la France. Sa fille est en visite à Montréal pour une semaine, je crois. Ben oui. Et la dernière fois qu'on l'avait vue, elle avait genre 10-12 ans. Et maintenant, elle a 19 ans, fait que je l'ai pas reconnue pantoute. Puis je me suis senti moi, très vieux. Je l'ai vu quand je suis allé à Tours. Quand t'es allé, ouais, c'est ça. Mais ça fait... Ouais. Au moins 4 ans, 5 ans. Mais non, pas 9 ans. Ça fait pas 9 ans que t'es allé à la Tour. Non. 5, peut-être 5, 6, mais ça fait pas 9 ans que t'es allé à la Tour. J'étais encore chez Studio Lunac, fait que ça fait au moins 5 ans. OK. Ben, en tout cas, fait que je me demandais ce qu'elle était là. Elle dit, mon père t'offre ça, puis elle m'a montré une bouteille de gin, parce que Laurent sait que j'aime le gin. Puis c'était pour... tellement fait fin. qu'il a dit à sa fille, achète une bouteille, amène-la à Ben, parce que mon adresse postale, j'ai déjà demandé de me commander un livre de la France puis de me l'envoyer ici. Il n'était pas disponible au Québec. Fait qu'il m'a fait un cadeau pour ma nouvelle job. Fait que voilà. Mais je l'ai remercié par Messenger, mais je tiens à le souligner. Du coup, j'étais comme... oui, j'ai aucune idée, à la porte. Qui? Il a livré à la porte en plus. C'est génial. D'ailleurs, on a un autre message de Colville qui nous avait laissé un message la semaine passée, mais t'étais pas là justement. Puis il nous en a envoyé un autre. Salut les mystérieux, c'est de nouveau Colville du nord de la France. C'était juste pour vous dire que je suis allé vérifier la date du tout premier épisode que j'ai écouté un jour dans ma vie. Il y a un de mes contacts Facebook que je connaissais par les milieux de la BD indépendante et des fanzines qui se trouvait être québécois, que je connaissais de loin, par Internet en fait, et qui un jour a partagé l'épisode 300 et quelques sur le sexisme en milieu geek. Et je viens de retrouver la date de cet épisode. C'était en fait il y a tout pile 10 ans. Et voilà, c'était juste pour vous dire, je suis assez fasciné de réaliser que 10 ans ont passé depuis le premier jour où je vous ai écouté. C'est le tout premier podcast que j'ai écouté dans ma vie. Et voilà. Et depuis, vous êtes dans ma vie alors que vous ne me connaissez pas. Et moi, c'est comme si je vous connaissais. J'ai l'impression d'avoir de très vieux amis qui n'ont jamais vu ma tête et avec qui je n'ai jamais parlé, mais qui me parlent depuis tout ce temps. Et j'ai envie de dire d'une certaine façon que c'est assez mystérieux et assez étonnant comme sentiment. Bon. Voilà, des bises à tout le monde. Salut. Mais c'est un commentaire qui revient vraiment souvent, même qu'on me l'a refait à Québec quand j'ai rencontré des gens qui écoutaient le podcast. Puis je pense que c'est vraiment, tu sais, on parlait du festival organisé par Transistor, puis je suis sûr que pas mal tout le monde là-bas, et ça crée des communautés vraiment serrées parce qu'il y a comme une proximité physique de la voix dans l'oreille qui fait en sorte que on a l'impression que c'est vraiment très, très, très intime, beaucoup plus intime que la télévision. Puis, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, on dirait que vous êtes des amis qu'on connaît depuis longtemps. Mais je me dis, mais fort probable qu'on pourrait l'être, tu sais. Nos auditeurs, absolument, sont de qualité, bien franchement. Là. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, ça fait des super bonnes discussions. Puis, tu te rends compte que, ben oui, c'est pas juste un effet. C'est ça que je veux dire. C'est pas juste une impression. Ouais, c'est qu'il y a plus encore que la proximité physique de la voix dans l'oreille. Il y a aussi les sujets qu'on aborde. Puis la manière qu'on les aborde aussi. Je pense que oui. Il y a beaucoup de Twitchers et YouTubers ou podcasteurs, là, je vais faire une généralité de vieux qui carburent au drama pour attirer justement du view, parce que le drama sert très bien l'algorithme. Je pense qu'on a des... on va se péter les bretelles. Je pense qu'on a une certaine intelligence émotionnelle, puis que ça résonne beaucoup chez qui ça résonne. Et qui c'est très peu donné, en fait, dans les médias traditionnels. Fait que... Voilà. Sinon, il y a 10 ans, oui, je me souviens très bien de cet épisode-là. On avait reçu Miss Harvey, qui à l'époque était ma collègue sur Monsieur Net à Musique Plus. Je me souviens pas nécessairement des shows qu'on a fait. Ma mémoire flanche, mais parce qu'on en a beaucoup aussi. On en a aujourd'hui, c'est le 795e. Mais je me souviens très bien de cet épisode-là. Puis c'est le genre d'épisode que je suis sûr que je réécoute, puis ça a très mal vieilli. Là. J'étais comme probablement faire des déclarations très, très houleuses et pas super senties. Là. Ben, il y a aussi que le contexte a évolué en 10 ans. Beaucoup, ben oui, c'est ça. Mais je me souviens à l'époque, c'est qu'il y avait l'arrivée de cette nouvelle vague de
de contenu geek dans les médias, autant Marvel Studios que Big Bang Theory, et la geekness était partout, et ça ébranlait beaucoup les sensibilités de vieux monsieur, ou plutôt de vieille garde, parce que tu peux être un vieux monsieur de 19 ans. Et c'est de contre ça, je pense surtout qu'on on était outrés. Il y avait des gens qui étaient très, 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 très farouches à l'idée des cosplayers juste en Comic-Con. Moi, je me souviens, quelqu'un m'avait dit, il était commis dans une boutique de BD, « Ah, j'ai hâte qu'ils se tannent, là, puis que ce soit juste nous autres comme dans le temps. » J'en ai entendu des commentaires comme ça. Comme si c'était une mode. Comme si c'était une mode. Puis pourtant, écoute, le cosplay est un des piliers importants de tout bon Comic-Con. Montréal fait beaucoup de place. Québec fait beaucoup de place au Comic-Con. Ouais. Donc, de où ça vient, ça? C'est la preuve que, oui, les choses changent tranquillement, mais changent avec le temps. Mais oui, je me souviens très bien 10 ans de cet épisode-là. C'est le seul commentaire que j'avais audio pour cette semaine. Si vous voulez nous en laisser un, que ce soit une question, un commentaire, une suggestion, n'importe quoi, vous pouvez aller sur notre plateforme SpeakPipe, c'est speakpipe.com/mystérieux E, donc MYSTERIEUXE. L'adresse est aussi dans le descriptif, dans la description de l'épisode. Donc, vous pouvez directement cliquer dessus et sur notre site Internet. Donc, si c'est acceptable, on va le passer. Je risque de passer tout, là, à moins que vous soyez désagréable. Là. Mais habituellement, on passe pas mal tout. Donc, on veut faire participer à l'émission en 2023. Puis à date, ça fonctionne quand même bien. Qu'est-ce que tu avais de ton côté, M. Gauthier? Ben moi, j'ai envie de faire un petit éditorial. Oui, c'est ce que tu m'as dit tantôt. Là, j'ai peur. Là, vous allez voir, je vais comme prêcher pour ma paroisse, puis en même temps, un peu la mettre en feu. OK, moi, je vais juste dire que j'ai appliqué chez Ubisoft puis que je suis toujours intéressé éventuellement à retravailler pour eux. Donc, les propos de Gauthier ne reflètent pas nécessairement ceux de Benoît Mercier, OK? Vous allez voir où je vais en venir, mais prenez ça, si jamais, là, dans un univers parallèle hautement improbable, là, il y a des gens de chez Ubisoft qui écoutent ça. Prenez ça comme un commentaire constructif, comme une critique constructive. Pas si impossible que ça, en fait, parce que je voyais du monde écouter des mystérieux quand je travaillais chez Ubi. On verra. Ouais. Mais vous savez que, tu sais, toi, Ben, tu le sais, là, vous savez que j'ai travaillé pendant des années avec le studio Lunac à Montréal, qui a fait plusieurs bandes dessinées avec Ubisoft. Donc, on a travaillé à l'adaptation graphique de la franchise Assassin's Creed, entre autres, Rainbow Six. On a fait des trailers pour des DLC de Far Cry, par exemple. Donc, je vais être transparent. Je suis quand même... Je suis pas totalement objectif par rapport à ce dont je vais vous parler parce que j'ai un lien. J'avais un lien d'affaires. J'avais un lien d'affaires avec le studio Lunac. Je n'en ai plus. Et ce dont je vais vous parler me fâche quand même, puis je veux vous en parler. La nouvelle en question est qu'il y a un certain temps, Ubisoft a demandé au studio Lunac s'il voulait faire une campagne Kickstarter, donc une campagne de sociofinancement, pour une nouvelle anthologie de bande dessinée qui prendrait place dans l'univers d'Assassin's Creed. Donc, ça s'appelait Assassin's Creed Visionaries. C'est une idée intéressante puisque ça fait cette année 15 ans que la franchise Assassin's Creed existe. Donc, on célèbre un anniversaire. On va voir... on produit quelque chose dans le cadre d'un anniversaire. Ça fait de la promo puis du fanservice. Donc, Lunac, suite à cette demande-là de la part de Ubisoft, puis là, j'étais plus impliqué. T'es plus impliqué, là, t'as pas vu ça. Là. C'est ça. Donc, Lunac est allé chercher des auteurs de renom pour faire cette anthologie-là. Dans la liste, là, il y a Yannick Paquette, Marguerite Sauvage, Régis Loisel, quand même, Nico Henrichon, là. Olivier Vatine, qui a fait Aquablue, OK? Puis ils sont allés chercher tout ce monde-là, OK? Puis là, tout ce monde-là a dit, OK, on va faire une bande dessinée d'Assassin's Creed, on va être créatif, on va, tu sais, on va genre ajouter à l'univers, machin. Le studio est parti, a fait une campagne de sociofinancement, ils ont monté ça, ils ont fait une petite vidéo sexy, ils ont présenté le livre, tu sais, comme j'ai vu ça n'importe quelle campagne de sociofinancement. Là. Ouais. Première semaine d'avril, la campagne a débuté. Depuis 2 semaines, attachez bien votre tuque avec de la broche. Attends, j'ai l'impression de savoir où est-ce que tu t'en vas. La campagne a été backée par seulement 260 personnes. C'est ridicule. Okay? Puis ça, je veux dire, en fait, c'est ça l'essence même là, de ma nouvelle.
en fait, je me questionne vraiment sur les raisons qui font qu'il y a seulement 260 personnes. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Ça qui fait pas de back sens. une anthologie de Assassin's Creed avec des BD de Régis Loisel, de Olivier Vatine, Nico Henrichon, Yannick Paquette, Marguerite Sauvage dedans. OK, puis il y a d'autres noms, là. Mais ils l'ont pas partagé. C'est ça qui est arrivé. Ils l'ont pas partagé sur leur réseau. Ben, c'est ça. Dire que c'est peu de monde, c'est un euphémisme. Mais là. non, c'est ça. Mais tu sais, faisons le processus juste pour le fun. OK? Mhm. Là, comme, demandons-nous là, de manière honnête, là, c'est peut-être la marque qui a mal vieilli. Hein? Ouais. Est-ce que la franchise intéresse tout simplement plus les gens? Quand on regarde l'activité, tu sais, comme faites l'exercice là même. Là. Allez voir l'activité puis l'actualité de la franchise d'Assassin's Creed sur les réseaux sociaux. On voit rapidement qu'il y a encore énormément de monde qui suivent. Ben la oui, franchise, c'est okay, encore là? une de leurs franchises fortes. C'est ça. Juste sur Facebook, là, par exemple, là, il y a 9 millions d'abonnés sur la page d'Assassin's Creed. Puis il y a encore des nouveautés qui sortent, on annonce des jeux, il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui like. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être parce que les gens sont pas intéressés à participer à une campagne de sociofinancement lancée par un studio de jeux vidéo. Il y aurait des bonnes raisons, tu sais, pour se dire les studios font assez d'argent comme ça, ils n'ont pas besoin de capital pour faire des produits dérivés, ils ont assez de cash. Et là, après ça, encore une fois, tu sais, cherchez là, sur Kickstarter, sur Indiegogo. Là. Quand je vois les campagnes de board game dans des univers d'Assassin's Creed, par exemple, il y en a qui ont récolté 1,3 million de dollars. Des comic books sur Kickstarter de The Last of Us, par exemple, qui ont fait des partenariats avec des studios de jeux, des studios de bande dessinée, là, exactement comme le cas de Lunac puis de Ubisoft. Ouais. Je me dis que le problème est ailleurs. Il y a d'autres campagnes qui ont super bien fonctionné, qui sont allées chercher des centaines de milliers de dollars. Mais si je peux me permettre, Gauthier, c'est que même si tout ce que tu viens de dire est vrai, mettons, tu considères tous les éléments que tu viens de nommer, là, ben, OK, ça réduit le bassin d'acheteurs potentiels, mais c'est minime. C'est comme 200... Combien t'as dit tantôt? 200? 260. C'est rien, là. C'est des pinottes, là. Je sors une BD puis j'en vends 260, là. Là, je vais sur... tu sais, la BD de Last of Us, là, c'est vraiment le meilleur exemple. C'est un partenariat avec un autre studio qui a fait la bande dessinée, machin. Puis, fait que je suis allé voir sur le Facebook de Naughty Dog. J'ai dit, qu'est-ce que Naughty Dog fait que Ubisoft ne fait pas? De partager, check bien ça. Il en parle! Je savais que c'est là que t'allais. Il en parle, man! Je savais que c'est là que t'allais. C'est juste ça. Tu vois, OK, j'ai cherché, là. J'ai cherché longtemps. J'ai trouvé un retweet de Ubisoft France. Un retweet sur la campagne Kickstarter. Il n'y a pas une esti de nouvelle sur les sites Mais Facebook voyons, sacrément, il n'y a pas une... Ah ouais? Ils n'ont pas partagé la vidéo de leur propre campagne Kickstarter pour faire des bandes dessinées dans la franchise de Assassin's Creed. Parce que c'est pourquoi? Parce que c'est comme un projet qui est comme un projet dérivé, donc le monde s'en fout. On sait pas. Moi, je pense Ubisoft, je pense qu'ils n'aiment pas ça faire de l'argent. Ben non, c'est impossible qu'ils n'aiment pas ça faire de l'argent. Ils en font en crise, l'argent. Non, mais ma théorie, plus sérieusement, c'est que Ubisoft est tellement rendu une grosse corporation. C'est tellement rendu gros. Il y a tellement de départements différents. Les gens du marketing ne parlent pas aux gens qui font de la vente de IP. Les gens qui sont directeurs ou directrices de marque ne parlent pas aux gens du marketing. Puis, tu arrives avec des situations comme ça. Puis ça, on s'entend, c'est pas un produit premier, c'est un dérivé d'un produit qui n'exploite pas habituellement. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas une statuette, c'est pas un... Mais tu vas sur le site, sur la page Facebook de Naughty Dog, puis ils partagent les produits dérivés qui sont faits dans l'univers de leurs jeux vidéo. Ça ne peut qu'être bénéfique pour eux. Est-ce que... Ils n'ont rien à perdre à faire ça. Il n'y avait pas eu la même problématique dans le temps avec les bandes dessinées que vous aviez sorties? Même affaire. Clusterfuck total. C'est un manque... C'est même pas un manque de vision, c'est un manque de communication. Puis c'est plein de monde avec leur agenda à eux qui essayent de faire avancer leurs affaires à eux. Puis tu te ramasses avec des situations comme ça où... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? En même temps, ils ont fait l'annonce d'un webtoon le même mois.
Excuse-moi, j'ai Le fait même mois que ça. en parlant de Toon, j'ai fait rentrer Laurent Boutin là, pour un peu calmer la situation. Ouais. On t'entend Ok, pas, je m'excuse. Laurent. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je t'ai tout payé. Laurent, je t'ai payé du nouveau matériel. Je te le porte à la porte. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. Check tes paramètres. Va, continue, Gauthier, pendant que Laurent teste ses affaires. Ben, c'est ça. Fait que malgré leurs c'est millions triste. d'abonnés, jusqu'à. Ils jugent que c'est pas pertinent de faire la promotion des projets qu'ils décident eux-mêmes de proposer à des studios partenaires. C'est vrai. Fait que, tu sais, il reste 15 Ok. jours. 15 jours à la campagne pour atteindre son objectif. Puis ils ont même pas réussi à atteindre 50%. OK. On espère que quelqu'un au PEC va se réveiller. Dude, Allô, le PEC. Quelqu'un au PEC, réveillez-vous. C'est qui Vous avez le- un projet. c'est qui le PEC? C'est le building au coin de Saint-Laurent. Ah oui, c'est vrai. J'ai travaillé là une fois. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est un taureau. Bon, Laurent, Le t'es là. pectoral. Parle donc un peu, là. Le pectoral. C'était ça ma blague. Ah, sacrément. Merci Ah. Montréal! Là, tu viens de C'est saturer. tout pour moi aujourd'hui. Crie pas dans le micro comme ça. Ah, mon Dieu. Ah, OK. Fait que c'était ma nouvelle numéro 1. Mais c'est décevant. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a pas, en fait, pour vrai, il n'y a pas de raison que la campagne, de un, n'atteigne pas ses objectifs, mais que même qu'elle les surpasse. Parce qu'on s'entend que dans Ouais. l'univers des IP, même si c'est de la BD et que c'est pas leur produit premier, Assassin's Creed, c'est une des grandes franchises de jeux vidéo actuelles. Donc, même si t'as juste des curieux, même si t'as juste des hardcore fans qui se décident d'acheter la BD, il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Puis je me souviens qu'à l'époque, quand vous aviez sorti les autres 3 volumes, il y avait eu la même problématique, de ce que je me souviens. Là, il y a comme un non-intérêt ou une non-volonté, ou des fois c'est une question de rythme. Hein. Les entreprises ont des rythmes. La France veut vendre eux-mêmes à un autre éditeur. Fait que là, ils tablettent le projet pour pouvoir vendre les droits à leur propre éditeur qu'ils ont créé en France. En tout cas. Oui, parce qu'il y a des BD d'Assassin's Creed qui existent chez d'autres éditeurs. Ils sont moins belles, là, bien franchement. Ouais, mais... Ben, je tiens à dire que j'en ai vu une de ceux sur lesquels tu avais travaillé, Gauthier, qui a été rééditée récemment. Réédité? Ça se peut. Ah, wow. Ça se peut. Ouais, Brahman? Brahman? Ouais, j'ai tenu ça dans mes mains cette semaine. Penses-tu qu'il y a plus que 260 personnes qui ont acheté la bande dessinée? Probablement. C'est ça. OK, bon. Là, j'espère pas être dans la marde, là, parce que... Ben non, mais là, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, c'est critique constructive. Il vous reste 15 jours, guys. Faites de quoi? Je sais. C'est comme... ça n'a pas de raison d'être. Cela ne peut qu'être bénéfique pour la marque. Je comprends. Ça ne peut qu'être bénéfique pour la marque. En parlant d'être bénéfique pour la marque, Laurent Boutin est là. Donc, je parle de notre marque. Salut, Laurent. Laurent, c'est un gros bénéfice pour notre marque. Moi, je pense qu'on devrait faire des toutous de Laurent avec des petites suces sur les mains tel Garfield pour mettre dans les voitures. Avec des suces. Avec des suces, ouais, c'est ça, des petites ventouses. C'est ça. T'aimes-tu ça les lundis, Laurent? Je déteste les lundis. Ben, garde, ça fonctionne. Par contre, j'adore la lasagne. Ben, voilà. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Puis t'as un gars enfermé chez toi qui s'appelle John. Tout est dans tout. Oui, ça. Par contre, c'est moi qui le tiens enfermé. Oui, c'est ça. C'est une autre histoire. Bon, qu'est-ce que t'as de ton côté, Laurent? Oui. Je peux vous parler d'une BD. Sure. Que j'ai lu. Je peux aussi vous parler de... Prendre une bonne gorgée ton verre d'eau. Ce grain de maïs qui m'est resté coincé dans le fond de la gorge. Ah, tu vas le retrouver plus tard. Oui, sûrement. À la sortie. J'ai lu une BD qui s'appelle, en français, Environnement toxique. OK. Tu vas être content, Ben. C'est une BD de Kate Beaton. Bon, Ta préf, celle qui avait écrit jadis Hark Vagrant. Ah oui, hilarant comme volume. Le livre le plus drôle de joke littéraire et historique. C'est full bon. Ah, arrêtez, là. Je vais lire ça, back à back avec le parfum, puis The Road, puis je vais me sentir comme le pire des caves. Continue. Hein? C'est tout d'excellents livres, je les recommande. Non, écoute, The Road, c'est pas bon, c'est incompréhensible en français. Le film est bon, le livre est pas tant bon. Tu peux pas lire ça puis comprendre ce qu'il dit. Je pense que j'ai un français correct. Correct, OK. Écoute, imagine, moi, je l'ai lu en anglais. Je pensais que j'étais bilingue, mais... non, mais en français, je lisais des mots que je ne comprenais pas. Je comprenais pas ce qui était écrit. Tu sais, tu reconnais, comme dans les villes françaises, tu reconnais les noms. Tu
sais que c'est français par le nom, mais tu sais pas ce que ça veut dire. C'était ça, mais The Road pour moi, mais pendant un livre au complet. T'es que la poupou. Ouais, c'est comme quoi? Hein? Il a moussé ses cheveux sous le glou du... Quoi? Excusez, là. Je suis en train de montrer que je te l'ignore depuis genre 2 minutes. Mais oui, donc... J'aimerais ça que ça soit une vraie quote de The Road. Genre Cormac McCarthy. Comment? That's a translation of my book. Ouais, il a sorti un livre de physique récemment, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Je suis comme curieux, mais je me souviens de mon expérience avec The Road. Fait que j'étais un peu... pas super enclin à l'acheter. Bref, Kate Beaton, je reviens à nos moutons. C'est un livre vraiment différent de ce qu'elle faisait et que tu n'as pas aimé, Ben, c'est-à-dire pas de joke très niché sur l'histoire et la littérature. C'est un truc plus... en fait, je pensais à l'origine, je l'ai un peu snobé quand il est sorti en anglais parce que je pensais vraiment que c'était... un reportage sur l'industrie du sable bitumineux au Canada. OK. Puis j'avoue que ça me tentait moyen de lire ça, même si sûrement qu'on devrait s'informer plus que ça sur le sujet. Par contre, en fait, c'est vraiment plus un truc autobiographique parce qu'elle a travaillé dans des camps de sable bitumineux dans le nord de l'Alberta quand elle avait la jeune vingtaine, genre, elle se met enceinte puis elle panique pour surpayer son prêt étudiant puis elle est comme, OK, il faut que j'aille à un endroit où on fait beaucoup d'argent et vite. Peu de temps. En peu de temps. Fait qu'elle a passé 2 ans, surtout genre... je sais pas, c'est genre magasinière, là, à travailler à l'entrepôt, passer des affaires à des gars, mais là où ça s'appelle environnement toxique, c'est pas nécessairement sur l'industrie des gaz de schiste. C'est les messieurs avec qui elle a travaillé. Exactement, c'est vraiment un livre sur comment c'est de la merde être une femme dans un environnement un peu éloigné du monde où on est entouré à 96% d'hommes. Certainement pas des jokes qui... Ça doit pas voler au C'est ça. Fait que c'est une grosse brique quand même de genre 450 pages sur cette expérience-là. Fait qu'on apprend beaucoup de choses. Puis Kate Beaton, là, de ses autres livres, c'est comme, je pense, un esprit un peu, je sais pas, ludique et pétillant, mais comme vraiment dans un endroit où... c'est ça, et reluqué comme de la marchandise, genre à tous les heures de sa vie, puis à tous les genre peu importe où elle va. Un moment de break, puis c'est vraiment comme sur cette expérience-là. Puis honnêtement, c'est comme une lecture un peu quand même difficile. Comme, pour vrai, le nombre de fois que je me suis dit, si que ça suck être une femme, oh mon Dieu, comme que le nombre de fois que j'ai envie de m'excuser pour l'ensemble de mon genre à toutes les l'ensemble? L'ensemble? Ouais, l'ensemble. L'ensemble de mon genre complètement épais en présence d'individus féminins. Je suis désolé, les filles. Mais pour vrai, c'est vraiment un bon livre. C'est vraiment immersif. J'ai vraiment aimé ça. Malgré les 450 pages, là, ça se binge, puis ça se lit d'une traite, puis ça donne C'est 450 pages. Ouais, c'est vraiment à raconter, hein, Colin. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment... Puis tu sais, c'est ça qui est aussi habile, là, c'est que c'est pas... Tu sais, c'est pas larmoyant, elle est pas en train de se plaindre. Tu sais, il y a quand même des moments où elle a des amis, puis que c'est cool, puis que, tu sais, ils sont comme, tu sais, il y a forcément un genre de camaraderie qui s'installe quand t'es aussi éloigné de tout, tu sais, dans une toute petite communauté que tu côtoies tous les jours, mais, tu sais, comme tu sens qu'il y a tout le temps cette arrière-pensée-là, que, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, elle arrive dans un nouveau poste, puis comme, pourquoi il y a autant de monde qui viennent, tu sais, pourquoi ils viennent chercher des outils, genre 5 à la fois? Mais oui, c'est parce qu'ils viennent te checker. Là, ils viennent checker la nouvelle viande fraîche, tu sais. En passant des commentaires puis des notes. Tu sais, c'est super lourd, là. Fait que, ben, c'est ça, je le recommande quand même. En anglais, c'est sorti à Montréal chez Drun & Quarterly. Ça s'appelle Ducks 2 Years in the Oil Sands. Ça vient de sortir en français chez Casterman sous le titre de Environnement toxique. J'imagine que je préconise une lecture en anglais si vous vous en sentez capable, parce que, évidemment, les Français ont traduit ça avec beaucoup de verlan parisien pour une BD canadienne, puis des fois, c'est juste comme gosse. Parce que tout le Personne monde dit ça ici, que c'est chelou.
C'est chelou. À toutes les deux phrases, là, c'est chelou. Ouais. C'est chelou, c'est relou. C'est relou. Ouais. Voilà. OK. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. En parlant de BD, vous connaissez Comixology? Certainement. De nom. Oui, ben c'est ça. Ben, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un service qui existe encore, malheureusement, qui a été vendu à Amazon il y a quelques années, qui offrait des catalogues de différents auteurs ou éditeurs plutôt américains, surtout. C'était difficile, je pense, pour le marché francophone de s'y lier. Mais la plateforme a beaucoup changé au fil des années, surtout quand elle a commencé à être incluse dans l'offre d'Amazon. Et là, jusqu'à récemment, on me disait que c'était le bordel au niveau des comics puis la gestion de son répertoire. D'ailleurs, Comixology vient de congédier une bonne partie de son staff et de réduire ses services. Et donc, aussi ses nouvelles initiatives. Et là, il y avait, en plus de leur app principale, ils offraient une app. Je pense qu'elle était exclusive aux États-Unis. Je ne me souviens pas de l'avoir vue sur le store canadien, mais c'est possible que c'est moi qui ne l'ai pas vu passer. Une variante pour DC et Marvel. Et là, ils s'apprêtent à tirer la plug pour l'offre de Marvel. Donc, si vous êtes lié, si vous avez une application Marvel Comics qui était gérée par Comixology, à partir du 2 mai, il ne sera plus possible d'acheter de nouveaux comics à partir de l'application. Et à partir du 2 juillet, le service va tout simplement fermer. Donc, en entre-temps, vous pouvez ouvrir, si vous voulez, un compte de Marvel Unlimited, qui est l'application de Disney, qui, elle, permet essentiellement les mêmes choses, mais dans un écosystème de Marvel. Donc, vous pouvez acheter des comics, vous pouvez avoir le service en Marvel Unlimited pour lire des librairies de comic book. Et là, il y a moyen de se créer un compte et de lier. Là, j'ai lu la procédure. J'avais envie de me tirer par la fenêtre. J'envie personne qui aura besoin de faire ça dans les prochaines semaines. Mais sachez que si vous avez un compte, vous allez devoir le faire, sinon vous allez perdre votre catalogue au complet. Hein? C'est le fun. Comixology est en train de tirer dans la chaloupe. Tellement. Ben, garde, une autre grosse entreprise qui, pour elle, le marché du comics, c'est rien par rapport à ce qu'ils font ailleurs comme profit. On parlait un petit peu de Warner il y a 2 semaines quand tu étais là, Gauthier. C'est un peu le même principe. Tu as la grosse machine qui rapporte de l'argent, puis tu as la petite machine à côté qui fait quand même des sous, mais pas autant que la grosse. Fait que elle est comme pas considérée à la même valeur, quoique ils ont 2 fonctions différentes. C'est un peu ce qui arrive avec Comixology. Ils ont l'air d'avoir fait plein de changements. Là, l'app est juste plus profitable c'est mon impression. Là. Et de toute façon, il y a Marvel Unlimited de l'autre côté qui fonctionne très bien. Fait que ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais il va falloir que vous liez vos comptes pour ne pas perdre les comics que vous avez achetés. C'est ça la réalité du comic numérique. Au moins, ils ont mis cette porte de sortie-là, mettons. Au moins, il y a ça. Ça, je vais leur donner. Parce qu'il aurait pu juste tirer la plug. Il aurait pu juste tirer la plug. Absolument. Mais qui va l'utiliser, tu sais? Qui va vraiment faire l'effort de... Ben, j'imagine que ça dépend combien tu as mis dedans aussi. T'sais, si tu as mis des centaines de dollars, puis tu étais parce que Comixology, au départ, quand ça a été lancé, je me souviens que c'était une révolution. Les gens tripaient bien raide sur l'application. C'était simplifié, c'était ce que le monde voulait. Il y a des gens qui veulent lire numérique. Là. Il y a des gens qui n'ont pas de place pour une bibliothèque. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de Laurent pour accueillir autant de livres chez eux. Je te dirais que je check les prix des loyers à Montréal, puis j'ai bientôt plus la capacité pour rien non plus. Ouais, ben ça, on est tous un peu dans le même bateau. Puis dans ton cas, c'est pas non seulement la capacité monétaire, mais structurelle, parce que... Oui, c'est ça, physique. Physique, parce que tes livres, ils ont un poids quand même. C'est lourd, des livres, hein? Souvenez-vous quand on a déménagé Jake? Ils sont lourds, ces livres. Ça prend de la place. Oui. Donc, je vous le souhaite pas, mais allez jeter un coup d'œil. Il y a un article sur Bleeding Cool où il explique un peu comment faire la procédure. Si ça ne s'applique pas au Canada, ben tant mieux, mais il y a des gens qui vont devoir faire le saut prochainement parce que sinon, ils vont tout perdre. Fait que c'était ça, ma petite nouvelle concernant Comixology, mais l'application Marvel Comics App, qui n'est pas Marvel Unlimited. Ça, c'est autre chose. Marvel Unlimited, c'est sa propre affaire. Voilà. OK. Monsieur Gauthier. Je sais pas si tu as vu... ou si tu as écouté Last Week Tonight récemment, Benoît, souvent, mais oui. John Oliver, au début du mois d'avril, a trouvé un nouvel adversaire à mettre au défi dans une potentielle bataille légale. Et il a probablement choisi l'adversaire le plus féroce qui soit, c'est-à-dire Disney. Ouais, j'ai pas vu celle-là passer, par contre. C'est que, ça, on en a peut-être déjà même parlé ici, c'est que Mickey Mouse, le personnage de Mickey Mouse...
devrait entrer dans le domaine public l'année prochaine, en 2024. Ouais. Parce que le délai de 95 ans des copyrights va venir à échéance pour la version rétro de Mickey, donc Steamboat Willie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la souris. Là. C'est comme la petite souris en noir et blanc là, qui conduit son bateau en sifflant. Là. Donc, Oliver a introduit dans son show un nouveau personnage de souris animée en noir et blanc qui, selon ses dires, va apparaître puis intervenir régulièrement puis jaser avec lui, un peu à la manière de The Void. Je sais pas si The Void, c'était comme un personnage animé qui a été introduit dans l'émission avec la pandémie. C'était comme la représentation physique du grand vide existentiel de la pandémie. Puis comme si c'était pas assez, il a aussi fait faire une mascotte de Mickey. Puis avoir la qualité de la mascotte, c'est pas mal sûr qu'elle va être utilisée plus souvent qu'autrement. Puis si vous écoutez Last Week Tonight, il y a une ménagerie de mascottes là, dans ce show-là là, qui a été utilisée là, avec le temps. Là. Puis, en plus d'être quasiment une copie identique de Mickey, le plus savoureux, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, John Oliver a annoncé que la mascotte était pour être disponible pour n'importe quel événement que les gens voulaient faire avec. Puis il a spécifié comme Sex Dungeon Parties, comme demandez-moi pas c'est quoi, je veux même pas le savoir. Je suis comme de voir Steamboat Willie dans cet environnement-là, ça va être succulent. Puis tu sais, je sais que c'est pas l'utilisation première qui me serait venue à l'esprit. Peut-être pas toi, mais il y a du monde là, à la maison peut-être que c'est genre quelque chose qui est venu à l'esprit. Moi, je pense que John Oliver, je veux juste être vraiment sûr que les avocats de Disney l'appellent. Je pense que c'est vrai. Mais c'est ça, je sais que tu écoutes souvent Last Week Tonight. Ma question est pour Ben. Est-ce que tu as remarqué que depuis le début de cette saison-ci, Mickey Mouse apparaît dans les crédits d'ouverture de l'émission? J'ai pas remarqué parce que moi, la version que j'écoute, même si je suis abonné à Crave, c'est souvent la version du plus gros segment qui est partagé sur YouTube en intégralité. Fait que je finis tout le temps par l'écouter par là. Donc, j'ai pas remarqué, non. Mais je trouve ça intéressant. Depuis le début de l'année, ils ont introduit l'image de Mickey dans les crédits d'ouverture. Ça veut dire que, éventuellement, si jamais il y a un procès, ils peuvent argumenter que Mickey Mouse, que Steamboat Willie est lié directement à la marque Last Week Tonight. Ah ouais, ok, je vois ça. Comme Disney a fait, ils ont revampé leur logo il y a peut-être 2 ans pour introduire Steamboat Willie au début de tous les films de Disney. Pour dire justement que non, mais tu sais, c'est pas un personnage qu'on a fait, ça fait partie de notre identité de marque. Fait que ça risque d'être ça leur défense pour essayer de prolonger. Ouais. En même temps, je sais qu'il y a quelques années, Mickey Mouse était censé retourner ou aller plutôt dans le domaine public, puis il y avait eu une extension de la part de Disney. Ouais, c'est ça. Ils ont réussi à avoir une extension, mais je sais pas si pour 2024... C'est ça, c'est pas 95 ans d'habitude. Là. C'est plus court. C'est 75. 80. 75-80. Aux États-Unis, c'est 75. Ouais, parce que Batman l'année prochaine, où il y a dans pas long qui va également avoir le même sort. Tu sais, Batman. Winnie the Pooh aussi. Oui, c'est ça, mais Batman appartient à Warner Brothers. Warner Brothers Discovery qui possède le show de John Oliver sous HBO. Fait que je sais pas s'ils viennent d'ouvrir une porte de Pandore, là, parce que. Parce qu'on souhaite bonne chance à l'équipe d'avocats de Last Week Tonight. On peut jouer à deux, ce jeu-là. Là. Ouais, fait que c'est ça, j'ai toujours un petit... ça me fait toujours un petit baume au cœur en voyant Last Week utiliser ses budgets faramineux pour faire des choses comme ça. C'est fucké parce que on s'entend que la plupart, mais pas la plupart, mais beaucoup de comptes qu'on connaît aujourd'hui ont déjà été la propriété d'une personne ou d'une entreprise. Puis la raison pourquoi on a différentes versions d'Alice au Pays des Merveilles ou qu'on a différentes version de A Christmas Carol, un chant de Noël, c'est parce qu'ils sont allés dans le domaine public. Fait autant que je suis curieux de voir, par exemple, une version indépendante de Ghostbusters, parce que je suis un fan de Ghostbusters, autant que je me mets dans les souliers aussi de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans un environnement de divertissement où là, tout est interconnecté, avec les plateformes, où tout est un univers consensuel, et sont des vases communicants.
les AI, ou plutôt les propriétés intellectuelles, pardon, c'est de l'or en barre. Ils ont c'est pour ça qu'ils ont l'objectif de les protéger. T'sais. Alors, je me demande comment ça va se dérouler, comment ça va se décliner dans les prochaines années, parce que clairement, il va y avoir des précédents qui vont se créer, que ce soit envers les entreprises, de façon positive ou pas. Là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Ça pose des questions vraiment intéressantes sur, justement, la culture populaire, là, hein? L'ensemble de la culture populaire. Ouais. Parce que, tu sais, ça pose la question de à partir de quel moment une histoire est tellement connue puis est tellement intégrée à l'ADN d'une culture que tu peux l'utiliser comme tu le veux, comme tu l'entends. Tu sais, si on n'avait pas eu des récits libres, comme par exemple à peu près tous les récits qui ont influencé la production originale de Disney, là. Aladdin. Ben c'est ça. Blanche-Neige. On n'aurait pas ces grands récits-là produits par Disney. Fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on accepte qu'au bout d'un certain temps, il y a des récits qui appartiennent aux gens, qui appartiennent plus à des compagnies. T'sais. Mais encore une fois, ça c'est... Puis moi je suis full d'accord avec ça, là, ce que tu viens de dire. Puis au pire, il y aura la version du peuple, puis il y aura la version de l'entreprise qui l'a déjà hébergé. Ça va être un maudit gros casse-tête, mais quand même. Mais j'ai hâte de voir ce qui va être décidé. Parce qu'après, même, ça va aller vite. Là. Moi, je suis pas sûr que Disney va se laisser faire. Là. Puis je parle pas juste avec John Oliver, je te parle avec... Moi, j'étais sûr qu'elle allait demander une extension. C'était sûr qu'elle allait demander une extension. On va regarder ça de près parce que c'est vrai que ça va créer quand même un précédent, puis éventuellement une jurisprudence là, pour les autres compagnies qui vont vouloir faire la même chose. Ils sont déjà bons dans le zigonnage, mettons, parce que tu as dit que... Ils sont très bons en zigonnage. Que Winnie the Pooh, Winnie il est déjà tombé dans le domaine public, mais là, c'est le livre original qui est tombé dans le domaine public. Fait que là, on est dans un monde où si tu mets un petit T-shirt rouge à Winnie the Pooh, t'as pas le droit parce que ça, c'est encore à Disney, mais qu'après, tu peux faire ce que tu veux, comme le slasher débile qui est sorti. Blood and Honey. Blood and Honey, c'est... Ils ont le droit d'utiliser le nom Winnie the Pooh's Blood and Honey, je pense, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser la représentation comme l'iconographie typique de Winnie the Pooh. C'est ça? Ouais, ou genre en tout cas, il peut être genre un petit ourson qui mange du miel, mais pas porter le T-shirt rouge. J'ai compris que c'était ça l'élément le plus important, en tout cas. Que je suis comme, ce Winnie the Pooh-là, il n'est pas encore libre de droit, tu sais. Puis en même temps, c'est un ours. Allez chier, là. C'est un ours qui porte un t-shirt. Tu vas copyrighter un ours? Come on. Regarde. Il y a, je pense qu'il y a Popeye aussi qui est dans une situation un peu similaire où il est libre de droit, je crois, c'est ici, mais pas en Europe, ou c'est le contraire. Donc, ça dépend aussi des régions. Il est, je pense. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, c'est vrai parce que il me semble qu'en Europe, c'est plus long. Ouais. Mais j'ai vu, ils ont sorti des Popeyes en Europe par un peu toutes sortes de monde qui avait l'air. Puis dans différentes maisons d'édition. Fait que je guess que c'était plus ou moins... officiel, mettons. Mais c'est sûr que les délais, ils sont pas les mêmes dans chacun des pays, ce qui fait que probablement, peut-être que nous, on pourrait publier des nouveaux Tintins avant en Europe, genre. Mais quoi que... il serait temps, là. Arrêtez. Nous aussi, on a changé des lois, là. Il y avait de quoi, comme quoi, il y avait, pendant 10 ans, il n'y aura plus rien au Canada qui va tomber dans le domaine public parce qu'on a rajouté un 10 ans de durée de temps. Là, fait que, tu es en train de me dire que dans 10 ans, la planète explose pour ça qu'on verra plus rien? D'après moi, ça va être moins long que ça. Là, mais... Et on est l'ensemble de la culture populaire. Super. Merci. Et puis, tu sais, avec l'article que je t'ai envoyé, Gauthier, où les gens utilisent l'IA pour créer des fanfictions puis des fan products. Ouais. Donc, des films de qualité, des illustrations de qualité de leur franchise favorite. On se retrouve dans un gros, excusez-moi l'expression, clusterfuck. Ouais, c'est un autre problème. Ouais. Ça va être le fun. Vécu à travers le 11 septembre, une pandémie, 2 récessions. Ouais, on a envie des belles choses. C'est le fun. Une journée à la fois, Ben. Une journée à la fois. Je le sais. Petit pas de bébé. Il y a Carl Picard qui demande dans le chat si je dis que l'application Comixology pour la bibliothèque Marvel va fermer. Moi, je ne le sais pas. Je ne connais pas le détail par rapport à la nouvelle que j'ai lue. Ce que moi, j'ai lu, c'est qu'une application que Comixology a créée, qui est gérée par Comixology,
et qui comprend le catalogue de Marvel et que l'application s'appelle Marvel Comics App. Je ne sais pas si elle est disponible au Canada. Ce que je sais, par contre, c'est que cette application-là va disparaître. Ce qui en est du catalogue de Marvel sous la vraie application Comixology, la principale, ça, je ne le sais pas. Voyez ça comme le Previews, si vous voulez. Le Previews, comme tu as le gros bottin, là, puis tu avais le petit catalogue à part Marvel pour des raisons légales qui est arrivé il y a plusieurs années de ça. Ben, la Marvel Comics App, c'était le petit catalogue séparé, mais qui faisait partie du Previews. C'est la même chose. Celle-là, elle disparaît. La principale sur Comixology, je ne le sais pas. Au pire, allez, tu leur envoies un courriel. C'est comme tu as un mois pour le faire, là, ou plutôt même 2 semaines. Là. Non, un mois et demi à peu près. Tu as le temps de le faire, mais je poserais la question si j'étais toi pour être certain. Parce que je ne connais pas le détail par rapport à ça. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu avais? Je peux vous parler que j'ai fait mes impôts. Bravo! Moi aussi. Moi, j'imagine, je sais pas, j'ai payé un gars, puis ou je sais pas, j'ai pas payé un gars, je suis supposé payer un gars. Ouais, il brette pas mal. Écoute, je te souhaite de payer le gars, mais pas les impôts. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Ouais, parce qu'en plus, c'est ça. Moi, je paye, j'ai assez de. On m'en enlève assez d'argent sur mes payes, mais c'est parce que les mystérieux rentrent en compte aussi. Hein. Ouais. Fait que ça me fait passer dans une autre braquette. Ah ouais, carrément un autre braquette. Je pense que c'est considéré comme une autre braquette. Tabarnouche. OK, je vais vous parler d'un autre retour, c'est-à-dire pas mon retour d'impôt. Le retour des Tiny Toons. Yay! Avez-vous vu ça? Non. J'avais pas vu ça passer non plus, mais ça a l'air qu'ils travaillent là-dessus depuis au moins 2020. Peut-être que j'avais d'autres affaires à penser en 2020. On sait genre pas. La pandémie. Genre. Pas mourir. Pour ne pas la nommer. C'est un genre de reboot / suite des Tiny Toons. Ça va s'appeler Tiny Toons L'University. Fait que I guess que c'est les Tiny Toons un petit peu plus vieux qui s'en vont à l'université Acme apprendre comment être des meilleurs Toons. Genre, fait que si j'ai bien compris, c'est vraiment comme un contexte scolaire. On a les personnages de jadis qui sont pas des jeunes Bugs Bunny, mais comme des... C'est pas leurs enfants non plus. C'est pas leurs enfants. Ouais. En tout cas, ça n'a jamais trop clair c'était quoi, mais des versions plus jeunes un peu de ceux qu'on connaît. Puis là, ils vont apprendre sous... puis ça, si j'ai bien compris, ça va être les vieux Looney Tunes qui seraient comme leurs professeurs d'université. Leur apprendre la job. Depuis Harry Potter, on Harry Potterise pas mal tout. Hein? C'est ça qui arrive. Oui. Les Tiny Toons étaient là avant, par contre. Ça, on doit leur donner. Là. Oui. Je pense que... D'ailleurs, J.K. Rowling a dit que c'était beaucoup inspiré des Tiny Toons. ouais. Inspiration directe. Elle a mélangé ça à un commentaire transphobe. C'est juste ça qu'on a retenu. Mais bon. C'est ça, fait que ça va être encore comme dans les années 90, chapeauté par Warner et Amblin Entertainment. Je savais même pas que Spielberg était relié à ça. Mais je pense qu'il revient encore comme executive producer. Puis c'est ça a l'air. Il y a un trailer qui est sorti cette semaine. Ça a l'air aussi hystérique que dans le temps, malgré que les personnages y ont vieilli. Ça a l'air qu'il y a un changement majeur à la trame narrative. Mon Dieu, je me rappelais pas qu'il y avait vraiment une trame narrative, mais c'est que Babs Bunny et Buster Bunny, c'est-à-dire les deux lapins, ne sont plus des love interests, mais là, ils sont des frères et sœurs jumeaux. Ah, parce que dans le temps, il était un love interest. Ben, ils étaient comme des amis / peut-être, tu sais comment Hollywood aime ça, mettre comme de la romance dans des affaires comme destinées aux très jeunes, là, parce que c'est pas weird pantoute, tu sais. Fait que il y avait, je pense qu'il y avait des fois un peu de ça, mais que là, le gars qui travaillait dessus avait... Ça paraît que la personne qui a pris cette décision-là va pas sur Internet, parce que je pense pas que ça va décourager bien du monde si je me fie à certains sites. Ouais. Je ne peux pas faire ça avec ma sœur Bugs Bunny. OK, Va sur Reddit 2 secondes. Ouais, va sur Reddit. Vous venez de me gâcher le reboot des Tiny Toons, les gars. Merci. Il y a sûrement déjà une porn parodie qui existe de cette affaire. Sûr. Probablement. Ça sort cet automne sur Cartoon Network. Nice. Sur Pornhub. Et sur Pornhub, probablement. Sur Wood Rocket. Il est jamais très loin. Il était prêt. Il était prêt dans le soundboard. Sac. Bon. Merci, Laurent. Merci, Laurent. C'est le premier show de quelqu'un, hein?
Les rigolades. Oui. Les gens de Ubisoft. Salut, c'est quoi que tu disais? Les gens d'Ubisoft, qui voulaient t'offrir une job? Ouais. Non, c'est ça. Là. Bon. Hey, on parlait des Tiny Toons, ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait au moins 25 ans, ça. 20 ans, 25 ans, à peu près, Laurent. On va parler d'un truc qui va fermer ses portes après 25 ans, justement. Regardez ça, le pont. Oui. Netflix va tirer la plug définitivement sur son service de location de DVD en ligne qui passe à travers la plateforme dvd.com parce que Netflix a commencé, comme on le sait, un service de location et d'achat de DVD en ligne. Donc, on pouvait faire votre petite commande, vous envoyez ça à la maison, puis vous l'envoyez par la poste. Après, ça a été lancé en 1997 et 1 an seulement après le lancement de la plateforme, ils ont décidé de se concentrer seulement sur les locations de DVD et non les achats de DVD. Et depuis ce temps-là, c'était encore en branle du côté des États-Unis. Mais là, à partir du début, plutôt fin septembre, donc le 29 septembre, il ne sera plus possible de faire la location de DVD sur la plateforme dvd.com. Et vous avez jusqu'au 27 octobre pour renvoyer vos DVD. En même temps, je me dis que ce qu'ils vont faire, je veux dire, ils peuvent te fermer. Poursuivre. Ils vont poursuivre, ils vont fermer les portes. Anyway. Fait que, il y a bien du monde d'ailleurs qui, à l'époque de Blockbuster, a fait la même chose. Hein. Il est allé louer beaucoup de DVD, puis le Blockbuster a fermé, puis ils ont gardé les DVD puis les jeux. D'ailleurs, oui? Super, t'as comme plein de pochettes. T'as plein de pochettes de Blockbuster. Éventuellement, j'aimerais ça aller au dernier Blockbusters. Ils ont créé genre un centre, comme un genre de centre culturel à travers leur Blockbuster où la communauté va encore louer beaucoup de DVD. Ils ont passé à travers la pandémie. C'est pas des jokes. Wow. Puis ils font des événements spéciaux, donc tu pouvais aussi à un moment donné louer à travers Airbnb une soirée dans le Blockbuster. Ils vendent des produits dérivés, tout ça. Ils sont super motivés. Il y a un film qui est disponible justement, ironiquement, sur Netflix, basé sur le dernier Blockbuster, que les gens n'aiment pas. Moi, j'avais particulièrement aimé, mais il ne semble pas que ça fait l'unanimité. Film, que pensez-vous qui est le premier film qui a été loué sur dvd.com en mars 98 à peu près? Star Wars épisode 1. Non, c'est 99 ça. Attends. Premier. Chucky. Shrek, c'était pas sorti encore. Non. Ça va vous surprendre parce que ça n'a pas rapport. C'est vraiment un facteur super drôle. C'est le Bodyguard. Non, bien joué. Non, ça aurait pu être ça. Beetlejuice est le premier film qui a été shippé. Ça ne dit pas si c'était une location ou un achat, mais Beetlejuice qui a été... C'est quand même moins gênant que je pense. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bon film. Ouais, c'est pas sur... Ouais. Fait que voilà ma petite nouvelle par rapport à pas Blockbuster, mais dvd.com. Je savais même pas que ça roulait encore. J'étais sûr que c'était fermé. C'est fou. Ouais. Ça a duré longtemps, là. Très longtemps. Ils ont annoncé ça, puis j'étais comme, voyons, ça fait pas 15 ans que vous avez c'est ça. Comme, what? Mais je serais curieux d'interviewer quelqu'un qui utilisait activement le service. Ouais, tu sais, quand t'as dit que ça met en tabarnak. Qui utilise ça? Il faut que tu le reçois par la poste puis que tu le renvoies par après. Ça devait être mais tu sais, si t'as une mauvaise connexion Internet puis que t'habites loin, c'est quand même vraiment pratique. Là. I guess, mais il faut quand même que tu ailles sur Internet pour le louer. Oui, il faut que tu ailles sur Internet pour le louer. Tu sais, fait qu'il faut quand même que tu aies une connexion. Fait que rendu là... c'est peut-être les gens qui ne savent pas que les iTunes.videotron.com existent. Non, mais je veux dire aussi, ils peuvent juste s'abonner à Netflix puis regarder. On est d'accord, là, évidemment. Mais c'est drôle, là, parce que quand j'étais allé au dernier club vidéo de Montréal l'année passée pour filmer des capsules avec notre ami Julien Bernatchez dans le cadre d'une série de capsules pour Fantasia, on est allé sur Mont-Royal, puis il y a le Cinoche qui est là, qui est le dernier club vidéo. C'est tout petit, puis j'étais vraiment curieux de voir l'achalandage et j'ai été agréablement surpris. Quantité de personnes qui ont transité par l'établissement durant le tournage. D'après moi, c'est dû au fait que c'est sur le plateau, il y avait comme une communauté d'habitués. Puis bien franchement, il y avait beaucoup de choses qui étaient que j'avais jamais vues dans d'autres clubs vidéo. Donc, tu sais, prendre une bonne sélection assez vaste, du répertoire, du québécois, des nouveautés. Il y avait des nouveautés qui sortaient aussi. La seule affaire, c'est que le gars qui était là, qui était le commis et propriétaire de la boutique, et propriétaire aussi du local, donc ce local-là, il pourrait le vendre s'il voudrait. Il m'expliquait que oui, c'est profitable, mais il faut qu'il soit le seul employé pour toujours. Donc, c'est le seul gars qui fait tous les chiffres.
Puis bien franchement, il avait l'air sur le bord de péter une coche. Oh, il avait l'air vraiment fatigué. Lui, il peut garder la tête en dehors de l'eau, mais il faut qu'il soit là toujours. C'est ça la gamique. Moi, je pense que ça revient bientôt, j'y crois. Tu penses? Les clubs vidéo. C'est la multiplication des applications de streaming. Tout le monde est tanné d'être abonné à 8 affaires en même temps. Je veux dire, moi, il y a un truc qui ouvre au coin de la rue puis qui me permet de me désabonner de tout puis de fouiller dans des rayons. Là. Je suis très, très partant. Il y avait... Mais il va avoir un service. Avant ça, il va avoir un service qui va ouvrir pour curater toutes les plateformes puis juste louer ce que tu veux. Ouais, tu peux le faire un peu par Amazon, le Prime. Tu peux louer des sous-services, mais c'est pas aussi granulaire que ce que tu le dis. Mais oui, c'est une possibilité. Tu sais, on trouve ça un peu... Aujourd'hui, c'est comme normal, mais à l'époque, iTunes, le principe de iTunes Store, où on pouvait avoir... C'était un peu ça. C'est ça. Tu sais, que tu réunissais plusieurs maisons de disques sous la même bannière, ce qui était incompréhensible à l'époque. C'était pas, tu pouvais pas considérer ça. C'était pas une possibilité, ça. Dans la biographie de Steve Jobs, on explique comment il a réussi à convaincre les dirigeants, sûrement en gueulant après. Là. Mais, en les faisant sentir comme de la merde. sentir comme de la merde jusqu'à temps qu'ils disent oui. Mais je me souviens que moi... You've been jobbed. Je me souviens que quand j'habitais sur Saint-André, et quand je suis arrivé à Montréal, il y avait une petite boutique qui était un café où tu pouvais louer des DVD. Ça s'appelait Torréfiction. Ça n'existe plus aujourd'hui. Au Café Atomique, dans Hochelaga, il y a eu ça pendant longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Au deuxième étage, tu peux louer des films. Exact, c'est vrai. OK, bon, on est vu. Hein? Il y a du monde qui ne comprenne pas ce qu'on est en train d'expliquer. Ah non. Vas-y donc, Gauthier, te restait-il quelque chose? Moi, ma dernière nouvelle concerne Diablo 4, évidemment, parce que je suis monomaniaque. Blizzard a annoncé la semaine dernière qu'il était pour avoir une toute dernière bêta non annoncée qui était pour avoir lieu entre le 12 et le 14 mai. Donc là, le jeu sort officiellement le 6 juin, mais on va pouvoir jouer pour une dernière fois à la bêta pendant le week-end du 12 au 14 mai. C'est... Étonnamment, Blizzard a écouté les gens qui ont fait des reviews sur Twitch et sur YouTube de la bêta et ils ont fait des modifications. Oui, mais quand tu fais des bonnes suggestions, c'est écouté. Ben, ça dépend. C'est quand même rare là, que des gros studios comme ça font comme « Ah ouais, OK, on a entendu, vous avez raison, on fait des modifications. » Donc, la version à laquelle on va pouvoir jouer le week-end du 12 au 14 va inclure ces modifications-là. Donc, le nécromancien est un peu nerfé, donc ses pouvoirs sont un peu rabaissés parce que ça avait juste pas d'allure. Okay. Et le druide et le barbare vont être boostés. Il y avait même un mème sur YouTube qui circulait depuis quelques semaines où tu voyais le druide faire juste 17 de dégâts, genre en faisant des pouvoirs spéciaux, puis je pense que ça l'a fâché certaines personnes chez Blizzard qui ont décidé de remédier à la situation. Ça, c'est le magicien de service pour l'édition du 4? Non, c'est comme un chaman, genre, si tu veux, là, qui fait du shape-shifting. Là. Il y a un sorcier quand même qui est très, très, très puissant, qui a été nerfé lui aussi un petit peu. Les autres, puis c'est ça, vous allez pouvoir jouer quand même juste les 4 personnages jusqu'au niveau 20. C'est l'acte 1 seulement qui est débloqué. Il y a eu des gros changements qui ont été apportés aussi aux donjons. Donc, les donjons vont être un petit peu améliorés. Souvent, la mécanique des donjons faisait en sorte qu'il fallait revenir sur nos pas dans un donjon vide que tu venais de clairer pour ouvrir une porte, puis ce qui est comme vraiment, vraiment gossant. Ouais, c'est gossant, ça. Fait que là, quand tu vas avoir la clé en ta possession, les mouvements augmentent de 20%, fait que ça va être plus rapide. Les derniers monstres qui restent dans le donjon vont spawner sur toi automatiquement, comme ça tu n'auras pas à les chercher pendant 1000 heures. Donc, plein de petites modifications comme ça qui nous font espérer le mieux là, pour la sortie de Diablo 4. C'est quand même vraiment positif. Toi, t'avais aimé ça, non? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Particulièrement avec le nécro puis le rogue, parce que pour vrai, le druide puis le barbare étaient vraiment pas assez forts. Là. On verra. Donc, je vais rejouer pendant le week-end du 12 au 14. Je vais peut-être essayer le barbare, voir si...
Ça peut-tu être des affaires de Acte 1? Là? Parce que, écoute, moi, je suis très en retard dans mes Diablo, mais je me rappelle, mettons, que quand tu jouais à Diablo 1, si tu startais avec le sorcier, c'était vraiment plus tough au début, mais genre, plus ça allait, plus tu étais comme, oh yeah, j'étais en train de botter des derrière. Mais c'était comme le personnage le plus tough à starter des trois, mettons. Ouais, ça pourrait pas être ça, genre? Oui, il y a un peu de ça. C'est pour ça que les modifications sont pas si grandes que ça, parce que, par exemple, pour le druide, l'acte 1 te permet pas de débloquer le tome de pouvoirs spéciaux reliés au druide. Alors que pour le nécromancien, c'est le cas. Ils ont pris ça en considération. Fait que, le endgame, les pouvoirs du endgame sont vraiment pas tous là dans l'acte 1. Puis les légendaires sont vraiment plus puissants aussi là, à la fin. Là. Fait que c'est sûr que ça va complètement modifier la manière dont les gens vont jouer leur personnage en endgame de toute façon. Là. C'est quand il sort le jeu finalement? Le 6 juin pour les gens qui n'ont pas la Ultimate Edition et le 2 juin pour ceux qui ont la Ultimate Edition. 2 jours avant ma fête, le 6. Hein? J'ai un Xbox, là, fait que si vous m'achetez cette version-là. Eh oui, c'est compatible. En plus, tu peux jouer en couch co-op sur console. C'est cool ça, pour une fois qu'ils font ça. C'est le fun. Ouais. Merci Gauthier. Laurent? J'avais plus rien. T'avais plus rien? Ben moi j'ai d'autres affaires parce que j'ai d'autres affaires. Regarde, j'ai des affaires que tu pensais même pas que tu pensais que tu voulais avoir. C'est clair ça? Bien. OK. Vous aimez ça les turtles, les gars? Les turtles, j'aime ça quand même, les turtles. Aimez-vous ça, Stranger Things? Stranger Things? Saison 4, c'est nice en crise. Un crossover de turtles. Ben il y a un crossover des deux qui s'en vient. Ben oui, offert par IDW Publishing et Dark Horse Comics. Ça va être une mini-série. Tu prends la gang de Hawkins qui s'en va en vacances où? À New York, puis tabarnak. C'est là que les turtles habitent. Fait que là, ils vont se croiser le chemin, ils vont Ben oui, ça va être extraordinaire. Donc, ça s'en vient. T'es sûr que c'est pas une vieille nouvelle de Poisson d'avril? Non, c'est vraiment vrai. J'ai confirmé. Oui. Donc, c'est ça. Ça va être un crossover où l'équipe va être amenée à être séparée en deux. Donc, pour laisser de temps à chacun des personnages puis faire des petits mash-up. Donc, toute la gang de Stranger Things, Eleven puis toutes les autres. Puis Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphaël. C'est écrit par Cameron Chick-Tack. Et ça va être dessiné par un certain Ferro. Il imite un style très indie comics des années 80, d'où provient les Turtles à l'époque de Mirage Comics. Donc, c'est d'inspiration. Tout est lié dans tout. Et ça va s'appeler Teenage Mutant Ninja Turtles X Stranger Things. Ça sort le 12 juillet 2023. D'après moi, là, il va y avoir un événement surnaturel. Puis là, les deux teams vont enquêter dessus. Ouais. Là, au début, ils vont penser... Ils vont pas se faire confiance. Tout que c'est l'autre. C'est ça. Non. Là, ils vont comme un peu se tapocher. Ouais. Puis se bagarrer. Puis avant de se dire, ah non, finalement, on voulait la même affaire. Puis il va y avoir un team-up contre un démogorgon. Puis Dustin va manger de la pizza avec Michelangelo, c'est sûr. Bien ça. Bon, mais pas besoin de le lire. Hein? Non, mais Raphaël va s'assiner avec Eleven. Puis c'est ça. Ouais. Puis... Mike, c'est le leader, il va parler avec Leonardo. Lucas, ils vont nerder sur des affaires. Exactement. Will. Tout est dans tout, je te l'ai dit. Sinon, j'avais d'autres choses. Moi, j'ai écouté le 10e et dernier épisode de la saison 3 de Picard la semaine passée. C'était très émouvant pour moi parce que c'est des personnages avec lesquels j'ai grandi, des personnages que j'affectionne particulièrement. Star Trek a été au centre de ma vie quand j'étais jeune et j'ai beaucoup de notions que j'ai appris de la série, en fait. Des choses que mes parents m'ont pas instruit, là, ils m'ont pas appris. J'ai pris ça de Star Trek, finalement. Donc, de les revoir une fois de plus regroupés ensemble, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé le dernier épisode. Que je pense que la fin du 9e est beaucoup plus puissant. C'est un épisode qui est un petit peu disparate, mais quoique, qu'importe, c'est fini. Donc, peu de temps après, on a appris que Michelle Yeoh va reprendre son rôle de Philippa Georgiou, rôle qu'elle avait incarné dans la série Star Trek Discovery. C'est en développement depuis un bout. On avait annoncé une série de Star Trek Section 31 il y a longtemps, en 2019. Et là, depuis, le profil de Michelle Yeoh a quand même gagné beaucoup de points. Pas qu'elle n'avait pas une carrière exceptionnelle avant. Elle a eu une grande carrière très prolifique, mais avec son Oscar, on s'entend qu'elle a plus de jeux. Et donc, ce qui était initialement une série se transforme en un film de 2 heures qui sera disponible directement sur Paramount+. Donc, c'est une sortie directement sur la plateforme et pas au cinéma. Et ça va débuter la production plus tôt cette année pour une sortie en 2024.
D'ailleurs, le futur de Star Trek sur la plateforme reste incertain, quoique c'est une franchise qu'ils vont absolument exploiter. Là. Je ne suis pas inquiet. Parce qu'il y a plusieurs possibilités en l'air. Est-ce qu'on va lancer des mini-séries basées sur des personnages comme on l'a fait avec Picard? Il y avait des rumeurs de faire une série inspirée de Voyager. Il y avait plein de trucs qui sont un petit peu en l'air. Où on va se concentrer William Shatner est encore vivant. Hein? Pour l'instant, oui, pour l'instant. Je suis sûr qu'il a montré son intérêt à revenir. D'ailleurs, il y a des clins d'œil là-dessus dans la dernière saison de Picard. Fait que, qui sait? Donc, est-ce qu'ils vont faire des mini-séries sur des personnages ou des films un peu à la manière de Sector 31 ou est-ce qu'on est directement des films lancés sur la plateforme? Il y a aussi une possibilité d'un film de Star Trek Legacy qui serait lié aux événements de Star Trek Picard saison 3. Il y a 2 séries d'animation d'ailleurs chez Star Trek. C'est Lower Decks que j'aime beaucoup et Prodigy qui pourrait se terminer en 2024. Et là, il y a 2 live-action pour l'instant qui demeurent parce que Discovery va prendre fin éventuellement. Là. Star Trek Strange New World que j'aime beaucoup et Starfleet Academy qui s'en vient. Donc, quoi qu'il en soit, qu'importe la forme que ça va prendre, ça va perdurer là, parce que c'est une franchise forte pour CBS et pour Paramount+. Imaginez du côté de Lucasfilm, Disney, on a Star Wars. Du côté de Paramount+, Paramount, on a Star Trek. Donc, c'est pas vrai qu'ils vont pas l'exploiter. Et la franchise, elle existe, elle est populaire, donc ils vont la milquer, comme on dit. Mais ça, c'est ce que j'avais sur Star Trek. J'ai rien d'autre, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour. Yes. Oui, on va prendre une petite pause, messieurs. Et on va parler dans quelques instants du sujet de la semaine qui est New Burn Volume 1. Mais juste avant, je vais vous parler de notre Patreon. Ou plutôt, Laurent va nous parler du Patreon. Vas-y donc, Laurent. Si vous allez sur mystérieuxétonnants.com, il y a en haut à droite un petit piton à Patreon. Gauche. À gauche. Ouais, j'ai jamais fait la différence. C'est ça. On va se le dire. Vous cliquez là-dessus si ça vous tente de nous encourager. Vous pouvez donner le montant que vous voulez, mais c'est quoi, 2$ pour 2$? À peu près 3 piastres. 3 piastres. 3 piastres. Ouais. Ben, c'est le prix d'un café. Là. Ils mettent la taxe avec dedans. Ça revient peut-être à 3. Je sais pas. Ouais. Pas cher. En tout cas, pas cher. Ça nous permet d'avoir du matériel pour entendre nos belles voix puis de voir nos belles faces sur l'Internet. C'est aussi plusieurs autres podcasts qui sont produits par la famille des Mystérieux Étonnants, c'est-à-dire Noël chez Isidore. Noël chez Isidore, le podcast de Simon et Étienne Forêt sur Noël. Terre Kaiju, le podcast de Simon et Jake sur les Kaiju. Bifurcation, qui est le cadeau que vous avez exclusivement si vous donnez au Patreon, que c'est Ben et Rémi et Guy qui parlent Là, on va reparler de Lynch. C'est aussi de David Lynch. Là, on prend les enregistrements. Là, à cause de ma perte de job, c'était comme impossible. Mais là, en fin de semaine qui s'en vient, on va enregistrer des épisodes pour poursuivre le cycle dédié à Lynch. Donc, merci beaucoup. Puis vous êtes rendu où, là? Là, on est rendu à Dune. Puis l'autre, après, je pense, c'est Blue Velvet. C'est ça? Oui, il y a des gros morceaux de tous les... Ah oui, j'ai vu Blue Velvet dans... Si c'est pas Blue Velvet, là, je me mélange, je vais retrouver le vrai titre, là, mais Blue Velvet, je l'ai vu à l'université. Ça fitterait, je pense. Hein? Je l'ai vu à l'université à l'époque, j'ai rien compris, fait que j'ai hâte de voir ce que plusieurs années... Ouais, ben tu sais, il y a les sous-titres, les sous-textes, là, plutôt. Là. Ah oui, OK. En tout cas, c'est tout qu'un film. Yep. Aussi en échange... Dune aussi, c'est tout qu'un film. Oui, mais... pour d'autres raisons. Ouais, c'est ça. En échange de la contribution, vous avez accès aussi au Discord des Mystérieux Étonnants où on écoute des films durant la semaine. En ce moment, on fait le film des poteux. Donc, les mercredis, on écoute... Qu'est-ce qui s'en vient? Je me suis dit, c'est quoi? This is 40, parce qu'on est dans un cycle Judd Apatow. Pas le choix de parler de films de poteux sans parler de Judd Apatow. Oui, c'est sûr. Donc, il y a ça mercredi. Je me souviens pas du deuxième. Est-ce que Dude, Where is My Car est dans la programmation? C'est mon préféré. Ça se pourrait, mais moi, je trouve ça trop idiot, Dude, is My Car. Ben non. C'est grave. J'allais m'offusquer, mais c'est vrai que c'est stupide. Ben oui, c'est vraiment idiot, mais c'est drôle. Con. Là. Ben ça se pourrait. Écoute, on va le considérer. On n'a pas fait de liste là, pour le mois. C'est notre streamer du mercredi, Benji, qui décide. Donc, on écoute aussi de la lutte le dimanche. Ça, c'est bien le fun. Hier, malheureusement, Gab n'était pas disponible parce qu'il est en train de déménager. C'est lui qui fait la programmation du dimanche, qui est souvent très variée. Donc, on a passé un documentaire. Et on a écouté Dynamite de cette semaine. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Là. Des fois, il y a des trucs qui se décident à la dernière minute, comme samedi, j'avais rien à faire, puis j'ai dit « Hey, ça vous tente-tu d'écouter Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania? » Puis on l'a écouté. C'est vraiment le fun. Puis on a écouté après Gremlins 2, parce qu'on était dedans. Mais tu sais, on écoute, on parle en même temps. Ouais, ça intimide les gens, je pense, quand on dit on écoute. Là, souvent, on jase en même temps. C'est surtout ça, le trip de la chose. Et après, pendant ce temps-là, on partage les choses dans le salon général.
Donc, des fois, on parle, puis le sujet nous amène vers certains trucs, puis le lendemain, le monde se comme, de quoi vous parliez, parce que les articles qui suivent sont très disparates. Donc, très, très... ouais, c'est pas tout le temps lié de façon logique. On est disponible partout. Ça, c'est le podcast. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. Et les archives, les 300 archives, plus que les 300 archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Il y a juste les 300 derniers épisodes qui gardent. C'est une restriction. Après, le reste, c'est tout sur notre site Internet si vous voulez écouter. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On revient dans quelques instants avec New Burn, volume 1. Yeah. Bye. Là, c'est vrai qu'on fait ça. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Image Comics de Chip Zdarsky et Jacobs Phillips. New Burn, volume 1. Et voilà. Et c'est moi qui vous en parlais, hein, grossièrement. Oui, c'est sûr, on va faire ça. On peut résumer ça quand même. On suit les périples de New Burn, qui est un ancien détective de la police de New York, qui maintenant s'est recyclé comme consultant détective privé pour non seulement une, mais toutes les familles de crimes organisés de la ville. Donc, il est en même temps un détective à leur solde, mais il sert un peu d'intermédiaire entre les familles de crimes, les organisations criminelles pour garder une paix relative. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme un super médiateur / avocat / détective. Exactement, avec des beaux sideburns grisonnants. Puis du jour au lendemain, il finit par recruter une genre de Watson à son Sherlock, parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre les personnages de New Burn et Sherlock Holmes, qui est là pour l'assister, pour l'aider, mais aussi pour garder un pied dans ce qu'il avait d'humanité, parce que New Burn a un passé qui n'est pas complètement révélé de policier, mais comprend qu'il a été tragique et qui l'a amené à être cynique, et donc à prêter ses services à qui veut bien le payer. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain code d'honneur, puis il semble être orienté. Je pense qu'en D&D, ça serait un quoi? Il serait un genre de neutral good, c'est ça? Il est comme, il veut pas le chaos, mais il est pas nécessairement pour le bien. Lawful neutral, oui, genre? Lawful neutral. Lawful neutral, sa morale est vraiment élastique. Tu peux pas dire qu'il y a vraiment une morale. Il y a un code. Il n'y a pas une morale. Ouais, mettons. Genre Bushido style. Ouais. Et on va faire un tour rapidement là, pour reconnaître l'appréciation de Gauthier et Laurent. Juste avant d'aller là, par contre, je vais vous dire que le premier volume est probablement le dernier. Je pense que la série est finie là, maintenant. Contient 8 numéros. Ouais, habituellement, un volume 1 là, avec 8 numéros, c'est très rare. Ouais, mais là, c'est pas fini par tout ce qu'ils nous ont mis. Là. Ben là, Image Comics, des fois, ils ouvrent des portes et ils vendent pas. Là. Remember Black Monday Murder. Ouais, Gauthier, il revient pas à cette affaire-là. Fait que, ouais, on va commencer. Chaque semaine. On va commencer justement avec Gauthier. Qu'est-ce que t'en as pensé rapidement? J'ai adoré le sujet, j'ai adoré le hook, donc l'accroche, et j'ai été déçu par la livraison. Je comprends. Bien dit. Toi, Laurent? Il y avait comme un petit buzz, j'avais vu le comic passer, puis selon quand j'avais vu le cover, j'étais comme, ah ouais, cool, un comic d'exorcisme. Laissez-moi vous dire quelle ne fut pas ma surprise. Un comic d'exorcisme? Le gars, il avait l'air habillé en prêtre devant une maison toute noire avec une seule petite lumière en haut. Pour vrai, j'étais 100% certain que j'allais lire un riff sur The Exorcist. 100% certain que ça allait être ça. Et c'est pas ça du tout. Mais moi aussi, moi aussi, j'ai pensé que c'était pour être quelque chose et ce n'était pas ça. Mais je vais laisser Benoît dire. Ben moi, j'ai aimé ça, mais je suis pas mal de la même opinion que toi, Gauthier, où la prémisse m'a beaucoup accroché. C'est une prémisse qui possède énormément de potentiel, mais malheureusement, dans sa livraison, dans sa déclinaison, ça m'a laissé un petit peu froid. Peut-être en partie parce que ça reste très épisodique. Il y a très peu de fils connecteurs qui relient tout ça. Quoique, il y a des séries qui font plus le pont que d'autres. Il y a ça. Et malheureusement, et j'aime beaucoup Chip Zdarsky, je trouve que c'est un auteur qui est très polyvalent, qui fait du Marvel, fait du pas du indie, mais du creator own avec Image Comics. Ça file comme un sous-criminal de Ed Brubaker. C'est un Ed Brubaker clone criminal adjacent. Ça reste bien, mais il n'y a pas le petit plus qui fait que j'ai envie de continuer ma lecture, contrairement à un criminal de Ed Brubaker où, quand c'est bien amené, t'es happé par l'univers complètement. Fait que la prémisse est plus forte que le rendu, pour moi. Ouais. Tu sais,
Quand tu dis justement la prémisse est vraiment bonne, tu sais, pour expliquer au monde qui l'ont pas lu ou qui le liront pas, tu sais, le personnage principal enquête grâce à ses connexions dans la police sur des meurtres qui ont été commis dans l'écosystème de la mafia. Mm-hmm. Puis il travaille pour la mafia, donc il va résoudre les énigmes entourant les meurtres pour garder la paix à New York, pour pas que les gangs se démarrent des guerres. Se fassent la guerre. C'est ça. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est ça, le hook est vraiment bon. Mm-hmm. On a rarement vu ça. Mais les personnages sont super le fun. Mais souvent, moi, j'ai... comme tu disais, c'est assez épisodique. Donc, on a comme un meurtre par tombe à peu près là, qui doit être résolu. Mm-hmm. Puis souvent, la résolution, je trouvais qu'elle sortait un peu d'un chapeau. Là. Ouais. Comme, ah ouais, ok, il y a ça, on récolte des indices. Puis là, c'est sûr que c'est telle personne qui l'a fait parce que les dents, tu sais. les dents arrachées du dude. Ouais. Ah ben c'est sûr que c'est un serial killer. Puis le serial killer, c'est tel gars qu'on a croisé à un moment donné. Puis t'es comme, ok. Ça te tentait pas de nous expliquer pendant comme 4 pages? Ça fonctionne pour un Colombo, mais ça fonctionne pas pour un comic book nécessairement. Ben, ça fonctionne pour un Colombo parce que dans les Colombos, tu vois le meurtre au début. Mm-hmm. Fait que le lecteur sait déjà qui est le meurtrier. Puis, tu sais, l'intérêt de Colombo, c'est de savoir comment Colombo va réussir à comme crosser le gars dans ses mensonges, là, comme à faire en sorte que le criminel s'enfarge dans ses propres mensonges. Ouais. Alors que là, il n'y a vraiment pas ça. C'est vraiment juste une enquête classique. Puis, ouais, c'est ça. Je vais vous laisser partir. Non, mais j'ai d'autres affaires à dire. Je voulais dire que pour moi, c'est que la prémisse est forte parce qu'elle fonctionne selon une logique très comic bookienne. Ça pourrait pas arriver dans la vie. Là. C'est une prémisse qui fonctionne très bien pour un show à la CSI. Ça, c'est ton hook de la semaine. C'est pas ton hook de ta semaine, c'est le hook de ta série, puis tu as 9 saisons. OK? Parfait. Puis, j'ai vraiment l'impression que ça a été aussi... C'est une de ces nombreuses bandes dessinées qui sont pensées pour être un pitch de télé. Là. Ouais, ou de film. Ouais, j'ai senti ça un peu. Donc, pour moi, quand tu laisses quand tu es partant pour la prémisse, après, je pense que tu peux embarquer sans problème. Ouais. C'est encore une fois dans l'exécution. Ça fonctionne selon une logique d'un univers à la John Wick, avec des body hunters, mais dans ce cas-ci, on est dans la mafia. Sauf sans l'approche hyper stylistique. Stylisée. Moi, il y a un moment où j'ai vraiment été pris dans l'histoire quand on présente justement les éléments un peu à la John Wick avec l'espèce de château à New York où les familles se rassemblent pour régler des problèmes. Mm-hmm. Je pensais qu'on était pour être vraiment plus dans ce setup-là. Puis j'étais vraiment vendu. Puis quand arrive justement le tueur en série, tu sais, à un moment donné, il y a une série de meurtres qui arrive où c'est tout le monde de toutes les gangs différentes de New York qui sont exécutés. Puis là, j'étais comme, là, il y a vraiment une opportunité qui a été ratée de faire comme, voici, on introduit des vigilantes dans l'univers, ou tu sais, un super-héros dans l'univers. Puis là, ça devient ça l'histoire principale, tu sais, de comment un écosystème criminel de mafia réagit à l'interne sur l'arrivée d'un vigilance à New York. Tu sais. Mm-hmm. Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Puis je pense que peut-être que la série aurait pas été... En tout cas, c'est super présomptueux de dire ça, là, mais il me semble j'en aurais pris plus. Là, mais tu vois, si ça avait été ça, le premier volume, les 6 ou 8 premiers numéros, où tu as une montée, tu as une tension qui se crée, la situation est en train de se déchaîner, les familles ne se font pas confiance, elles s'accusent mutuellement. Là, tu as une tension qui se construit, puis là, bang! Tu l'as ton premier trade. Mais la version épisodique de cette série-là, pour moi, fonctionne pas. Ou fonctionne, mais n'est pas aussi satisfaisante qu'elle aurait pu l'être à cause qui ont décidé d'aller dans cette direction-là. Puis ça file comme un pitch télé. Il y a un épisode où le personnage va en prison. Il commence en prison, puis comment il sort de la prison? Il y a des contacts chez le département de la justice. Fin. Mais c'est ça, c'est ça marche en TV cheap américaine. Là. Ça marche même pas en TV cheap. La télé américaine, le serial fonctionne très bien. Même si des fois, c'est de la machine à saucisses. Ça marche. Mais dans le comic book, on s'attend à quelque chose d'un petit peu plus
Et puis même en télé, là, je pense pas que tu peux encore faire des Deus Ex Machina comme ça tout le temps. Ouais, peut-être. Il y en a beaucoup de la schlock, là, du CSI, du Lie to Me, du Mentalist, toutes les séries là, que dans la vraie vie. Là. Attends, t'es en train de me dire que ton consultant, c'est un mentaliste, quelqu'un qui est habitué de faire des illusions? Excuse-moi, mais cette cause-là ne peut pas être admissible devant le juge. Alors, relâchez les pédophiles, je veux dire, c'est comme... Fin. C'est ça qui arrive, là. Ça marche pas dans la vraie vie, là, tu sais. Ouais. Attends, es-tu en train de me dire que votre consultant spécialiste est capable de mentir comme quiconque, comme personne? Oui. Ben là, ça marche pas, là. Ça peut pas être un témoin, monsieur. Il va se faire ramasser par la défense, là. Ça marche pas comme ça. Mais je vais t'entendre, Laurent, on t'a pas laissé beaucoup parler. Non, vous êtes très... En fait, moi, j'ai aimé ça. Ah, OK, t'as aimé ça, toi? Ben oui, quand même. OK, ben je veux dire... j'ai pas capoté ma vie, mais on dirait que tout ce qui n'a pas marché pour vous a marché pour moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça comme super punché. Mettons, dans le fond, j'ai quand même aimé l'aspect très Monster of the Week, vite réglé de la chose. T'sais. J'ai pas eu l'impression de lire 8 numéros. Là. J'ai pas checké la pagination. Je sais pas si c'est des courts numéros. Mais je trouvais que ça coulait super vite, super efficace. Si tu me dis que la série est annulée après ce numéro-là, je trouve ça 100%. J'ai l'impression, là, je m'avance, je veux vérifier. Mais dans une optique où, mettons, le but est pas tant que ça, les enquêtes, que de poser des jalons pour une espèce d'univers puis de ces personnages-là. Je trouve ça quand même intéressant. C'est comme, voici le quotidien de ce gars-là. Il règle des affaires, puis il règle au quart de tour, puis t'as pas le temps de te poser toi-même la question de qu'est-ce qui s'est passé là, parce que chop, c'est réglé. J'ai quand même aimé cette approche-là de truc. Après, oui, ça fait... Excuse-moi, c'est parce que je vois Chip Zdarsky et Jacob Phillips, New Burn, already option for TV. Ah ben voilà. Mais je comprends vos bémols quand même, ceci dit. Là. C'est vrai que ça fait très pitch télé, ça fait très épisodique. Puis encore là, épisodique des 22 minutes de télé classique. De télé, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, je comprends. J'ai pas haï la reine, moi. Je suis quand même assez intrigué. Là. Ouais, c'est pas dégueulasse, là. Je veux juste être qu'on soit clair. Là. On est peut-être déçus, mais j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Là. On a lu pire à l'émission. Ouais. Moi, je suis déçu que c'est pas des exorcistes, là, mais c'est mon problème. Le Halloween Special s'en vient. Fait que... Je verrais vraiment une narration. Tu sais, si c'est fait en télé, j'espère vraiment que le personnage principal, en fait, ça va être l'assistante de New Burn. Parce que, tu sais, elle tient un journal qu'on lit tout au long du trade. Oui, mais c'est 100% ça. Ouais, c'est ça. Déjà, tu sais, je me suis dit, au début, j'étais comme, voyons, c'est bien gossant, ces entrées de journal-là. Puis là, après, au bout de 2-3, j'étais comme, ah non, mais c'est ma narration de film noir, en fait. Ouais, c'est ça. Comme, OK, je l'accepte, elle, le personnage principal. Ouais, puis tu sais, c'est moi, je pense que mon épisode préféré, c'est le flashback dans son enfance à elle, puis son adolescence, où elle entre à l'académie de police. Puis plus tard, ça vient expliquer comme un gros fuck-up qu'il y a là, dans l'histoire générale. Ça, c'est vrai, ça a vraiment été bien fait. Comme, il n'y a pas de loop qui marche pas, il n'y a pas de tâches narratives, il n'y a pas de vide. Ça fonctionne quand même vraiment bien. Mais sinon, c'est ça. Il y a comme une coupe de résolution où j'étais comme Colin, là, il manque comme un 4 pages, là, mettons. Là, tu sais, quand ils vont finir par trouver qui a brûlé l'entrepôt de drogue de la mafia chinoise, puis finalement, c'est des vigilantes d'un centre communautaire chinois. Puis là, New Burn, voici, c'est eux autres, puis ils s'en vont, puis ils laissent les buter. Je comprends qu'ils ont voulu créer un personnage très moralement ambigu, mais en même temps, il y a quelque chose qui marche vraiment pas dans cette séquence-là parce qu'il y a 25 000 témoins qui ont vu New Burn et son assistante présente sur les lieux. Ouais, puis tout le monde s'est sauvé, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Il a dit à tout le monde de la salle communautaire, allez-vous-en. Allez-vous-en, sauf toi. Tout ce monde-là sont des témoins. Exactement, exact. Des meurtres qui vont avoir lieu après, tu sais. Mais bon, c'est du nitpicking. C'est là aussi où... c'est pas juste John Wick dans le world building ou l'espèce de
world building de crime organisé, mais aussi dans le sens que New Bern est un genre de croque-mitaine pour tout le monde. Ouais, vraiment. C'est comme un personnage cet aspect-là aussi, là, c'est ça. Et je veux dire, comme il inspire crainte et respect à tout le monde. Puis, tu sais, on va se le dire, dans sa façon d'investiguer puis de régler des affaires, il y a aussi un genre de gène très Sherlock Holmesien ou oui, mais c'est aussi un super détective. Genre le gars auquel aucun indice et aucune odeur ne va échapper. Genre, 2 fois il sent tout quoi. Ce que tout le monde. Ouais, j'ai trouvé que c'était drôle comme skill, ça. Mais clairement, lui, rien ne lui échappe, tu sais. Mais il ressemble, je trouve que son modèle, la façon qu'il est dessiné, il ressemble beaucoup à Bruce Wayne dans Kingdom Come. Il est grisonnant sur les côtés, il est peigné par en arrière, il a vraiment le même look, la même carrure. Oui, il a un certain âge, mais tu sens que c'est un tank. Il peut tuer un homme de ses mains nues. D'ailleurs, il pratique la boxe. Je pense que Sherlock Holmes pratiquait aussi un art martial quelconque. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. Il y a son chauffeur, il y a son Watson. Il vit dans un appartement qui est un peu son centre de contrôle. Il ne vit que pour sa job. Pas tant pour l'argent, de ce qu'on en comprend, pour garder le statu quo plutôt. Ouais, ça pourrait vraiment être un bon candidat pour un détective comique. Là, Mais écoute, ça irait. Là. Moi, je suis down pour la série télé. S'il y a une série télé de ça, je vais clairement y jeter un œil pour comparer avec le comic book, mais... Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça aurait gagné à être un peu plus long pour que la ride respire plus. En parlant de télé, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais ça m'a fait penser un peu à Poker Face. Ah, j'ai pas vu Poker Face, on en a parlé, mais je l'ai pas vu encore. Ouais, c'est sur Crave? C'est sur Amazon Prime, je crois. Amazon Prime? Tu sais, c'est vraiment le même format de un meurtre par épisode. Ouais. Puis t'as Madame Leon qui jouait dans Orange is the New Black, puis Russian Dolls qui a comme un espèce de super pouvoir ou incapable de savoir quand le monde bullshit. C'est juste ça son super pouvoir, c'est qu'elle sait quand le monde bullshit. J'aime ça, là. Fait que tu mets ce genre de personnage-là dans un setup à la Columbo, puis ça te fait ta série. Là. Puis, mais c'est ça fonctionne vraiment bien. Si jamais vous aimez les genres d'histoires de détectives à la Columbo, je vous le recommande. Ouais, on a beaucoup comparé Poker Face à Columbo. C'est comme ça qu'on l'a décrit. C'est exactement le même format. Là. Tu vois le meurtre au début. Là, elle arrive dans cette espèce de petite ville des États-Unis. Là, elle se cherche une job. Là, elle a la job dans le lieu où la personne est morte. Puis elle découvre qui a fait le meurtre. T'sais. Moi, je suis une chaîne qui s'appelle Pushing Up Roses. Ou Pushing Up Crazy. Pushing Up Roses, je pense que c'est ça, ouais. Puis la YouTuber, c'est une YouTuber, elle a un succès modeste quand même. Elle fait des critiques de vieux épisodes ou des reviews de vieux épisodes de l'écrire au meurtre avec Jessica Fletcher. Ouais. Malade. Puis, moi, j'écoutais ça avec ma grand-mère quand j'étais... J'écoutais avec ma grand-mère Columbo, Elle écrit au meurtre, puis Perry Mason. Je pense que ma grand-mère a trippé finalement sur le genre de détective. Ben oui, sur les détectives. Ben ouais. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis je l'ai souvent dit à l'émission, mais elle m'avait dit une fois, Perry Mason, moi, ça me dérangerait pas que ses pantoufles soient en dessous de mon lit. Ça, mais tout ça pour dire qu'elle est excellente. Pushing Up Roses. Ouais, Pushing Up Roses. Puis elle a fait des critiques de Jessica Fletcher. Fait que quand je pense à cette série-là, je pense à Columbo, je pense à Jessica Fletcher, qu'on a perdu il y a quelques mois de ça. Elle était rendue quand même assez âgée. Elle a un caméo dans le dernier film de Benoît Blanc, de Glass Onion, et dans la séquence où il est en train de communiquer par Zoom avec d'autres détectives. Avec Natasha Lyonne aussi. Exactement, qui était dans Russian Doll, qui était dans American Pie aussi. Elle a eu un rôle dans American Pie. Ah ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Elle jouait Jessica. Tout le temps, ça. Elle aussi, sûrement. Je sais pas. Sûrement qu'elle veut oublier. Ouais. Ça se peut, ouais. Ben, elle jouait dans au moins 3 des 4. Fait que, elle était payée, j'imagine. Ouais, c'est ça. J'ai pas tant de choses à dire. Je trouve que c'est pas une série dégueulasse, au contraire, mais personnellement, pour de l'autre côté, j'aurais voulu un petit peu plus. Il y a pas ça sous ce format-là, mais on dirait que ça serait quelque chose que je serais content de lire à chaque semaine dans le journal, tu sais, le dimanche. Ma petite histoire de New Bern, je serais vraiment content, genre. Mais tu te souviens-tu, au début des années 2000, Laurent, il y avait la série New 52
Ou 52 pardon, New 52 c'est autre chose. 52, c'était comme un comic par semaine de DC Comics sans retard. Ah. Puis j'aimais ça, moi, ce format-là. J'avais acheté les 52. Puis t'avais ton petit comic, puis c'était une anthologie de plusieurs personnages qu'on suivait pendant un an. Il y avait des ellipses, mais quand même. Puis, tu sais, c'était nice. Il y avait de quoi de le fun dans le sériel prêt à jeter. Là. Ouais, on aime ça, le feuilleton. Quand même. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime les anthologies d'horreur. Là, il devrait avoir un journal de New York là, qui reprend ça. Là. Sure. New Burn. Ça serait nice. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Gauthier. Merci Laurent. Merci à vous à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur speakpipe.com pour laisser un message. Speakpipe.com, mystérieux E, M-Y-S-T-E-R-I-E-X-E. L'adresse est dans la description de l'épisode. Et allez faire un tour sur Patreon si vous avez la chance. Je vous rappelle qu'on va enregistrer les nouveaux épisodes de Bifurcation ce week-end. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont été patients durant ce court laps de temps où j'ai malheureusement pas été en mesure de créer du contenu. Ça a été quand même 3 semaines de mon côté. Un petit peu plus long pour vous autres. Sinon, achetez un coup d'œil du côté du FRN si vous êtes dans le coin de Halmer durant le week-end. Sinon, demain, l'annonce des événements du FBDM. Jetez un coup d'œil sur les médias sociaux. Il va y avoir des annonces qui seront faites demain en fin de journée. C'est tout. Faites attention à vous autres. Puis on se dit à bientôt. Salut. Ciao. N'oubliez pas de regarder le ciel.